Bonjour à tous. Je propose qu'on commence et puis s'il y a d'autres personnes qui arrivent, elles nous rejoindront en cours de route. Donc, je m'appelle Jérôme Serre, je suis cofondateur et dirigeant d'Edupad et je suis aujourd'hui avec Walid Seoudi, je suis développeur chez Edupad. Voilà, donc Edupad, c'est une société française qu'on a créée en 2011 et dont la spécialité est de publier des applications. On fait deux choses. On publie des applications pour les enfants. On fait que ça. Dans le domaine éducatif et dans le domaine du réseau social. On fait des... Ah oui. On fait un réseau social sécurisé pour les enfants. Et l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait comment on travaille de manière agile et de présenter en fait des outils qui sont utilisés par des sociétés comme la nôtre pour rester agile alors même qu'on publie des nouvelles versions et qu'on a de plus en plus d'utilisateurs. Donc à l'heure actuelle, on a 8 millions d'enfants qui utilisent nos apps. On est une toute petite structure puisqu'on est 6 personnes, dont 4 développeurs. Et du coup, ça entraîne pas mal de complexité, pas mal de changements de features. Et donc pour nous, c'est absolument vital de pouvoir continuer à bouger sans perdre notre agilité. Et donc, on utilise une méthode qu'on va vous présenter pendant cette conférence. Et ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à nous interrompre en cours de présentation. On n'est pas là pour faire un cours de pilotage de projet. On est plus là pour présenter un témoignage, comment ça fonctionne chez nous. Si on y pense, on vous expliquera aussi les échecs qu'on a pu avoir, les difficultés qu'on peut avoir encore aujourd'hui à utiliser cette méthode. Mais cela dit, c'est une méthode qui est plutôt très intéressante. Donc on fera la présentation en 2 parties. La première partie, moi je vous présenterai, je vais incarner plutôt entre guillemets le métier, le product owner. Donc moi j'ai des objectifs de livrer des nouvelles fonctionnalités aux clients rapidement et justement qu'on reste agile. Donc entre guillemets au-dessus de la méthode de développement agile, on utilise une méthode de pilotage de l'entreprise elle-même agile qui s'appelle Lean Startup. Je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu le terme Lean Startup. À peu près le tiers. Donc j'en dirai 2 mots parce que c'est intéressant. C'est la même philosophie que la méthode Scrum qu'on utilise pour les devs, mais appliquée à son business. Et donc la présentation aura 2 parties. Cette partie plus entre guillemets business, donc un peu plus macro, et puis une deuxième partie où Walid reprendra du point de vue des développeurs quels sont les impacts sur la manière de travailler et quels sont les outils qu'on utilise au quotidien pour travailler ensemble. Donc voilà, ça c'est typiquement le réseau social qu'on utilise. Et juste pour illustrer, encore une fois, imaginez-vous 4 développeurs qui crunchent en fait. Et c'est juste pour illustrer un petit peu la pression en termes d'agilité qu'il peut y avoir au niveau de cette petite équipe. Parce que grosso modo, en fait, en 2016, c'est le produit est récent, ils ont dû développer toute une couche de sécurité et de modération. Parce que comme on s'adresse à des enfants, forcément, ça ne pouvait pas être exactement la même sécurité, enfin la même non-sécurité qu'on a sur Snap ou Facebook. En même temps, développer la partie de messaging. Et puis en 2016, une petite partie d'Instagram aussi, avec des fonctions de collection d'images, etc. Puis cette année, au programme, on a Snapchat, Facebook, Pokémon Go, etc. Tout ça, c'est des idées, mais ça illustre bien que notre entreprise, comme les autres startups en fait, qui évoluent sur le marché, elles doivent se caler sur un calendrier qui n'est pas forcément le leur, mais celui qui est imposé par le marché. Et aujourd'hui, les fonctionnalités des réseaux sociaux évoluent très rapidement. Elles sont en train de converger relativement, puisque tout le monde s'imite mutuellement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on essaie de piquer et d'adapter aux enfants les fonctions qui marchent le plus avec les utilisateurs. Et ça suppose une gymnastique vraiment importante au niveau de votre base de code, parce que vous devez être capable facilement d'absorber des nouvelles dimensions fonctionnelles qui n'étaient pas prévues à l'origine, de remonter des informations qui étaient stockées à un certain endroit de la base, de les mettre accessibles à un autre endroit, parce que sinon vous explosez vos performances, puis vous retrouvez à avoir une application qui rame complètement. Donc voilà pour le contexte général, donc notre univers, l'univers dans lequel on évolue. Maintenant, effectivement, la manière dont on va gérer, je dirais, moi, au niveau de l'année
que ce soit l'année fiscale, enfin l'année d'une manière générale, la manière dont on va piloter l'entreprise, c'est vraiment basé sur ce livre. Si ça vous intéresse à un moment donné de lancer votre boîte en sortant de 42 ou de vous associer à d'autres personnes pour lancer votre entreprise ou de rejoindre une start-up, je vous encourage vivement à lire ce bouquin. Il est plutôt d'une lecture agréable et il explique justement de A à Z ce que je vais un petit peu trahir là en 2 slides simplement. C'est comment rester agile au niveau de son business lui-même. D'accord ? Et la philosophie donc, de M. Ries, c'est la suivante. C'est grosso modo, et c'est un petit peu ce qu'on va trouver en développement agile, c'est le fait qu'il faut accepter qu'on peut se tromper. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a accepté le fait qu'on allait se tromper, qu'on ne savait pas grand-chose au côté business, vous allez probablement travailler à un moment donné, vous avez travaillé pendant des stages avec des gens du marketing. Vous avez l'impression qu'ils vous demandent des nouvelles features, etc. Et vous avez l'impression des fois qu'ils savent comment ça va se passer, ils savent comment les utilisateurs vont réagir. Mais en fait, pas du tout. Ils ont des idées, ils ont des intuitions, ils ont fait des études de marché, mais la réalité, c'est que vous ne savez pas comment vos utilisateurs vont réagir à une proposition de valeur tant que vous ne leur avez pas exposé. D'accord ? Et depuis, ça va faire maintenant un peu moins d'1 an qu'on a lancé Monster Messenger, donc ce réseau social sécurisé pour les enfants. Je peux vous dire que parmi les features dans lesquelles on croyait le plus, sur lesquelles on les présentait d'ailleurs en avance de phase en fait, dans les salons parce qu'on était très très fiers de nous, on en a quelques-unes qui ont été des flops mais majestueux. Personne n'a utilisé, personne n'a compris, etc. Et à côté de ça, des petites features à 2 balles, je dirais, sur lesquelles Alors, je vais prendre un exemple. C'était un exemple pivot sur quelle va être la différence entre un réseau social pour les enfants et un réseau social pour n'importe qui. C'est surtout la manière dont vous allez gérer les mises en relation. Et j'imagine qu'il y a quelques parents dans la salle. S'il y a une chose que les parents n'acceptent pas pour leurs enfants, c'est qu'ils puissent parler avec n'importe qui. Si vous ouvrez un compte sur Snap ou sur Facebook, n'importe qui peut vous inviter, vous pouvez inviter n'importe qui. Sécurité, c'est juste, vous êtes transi de peur. Donc, on a tout de suite réfléchi à comment on pouvait sécuriser cette mise en relation. Et on avait trouvé un système qui nous paraissait très très smart, qui était complètement débile en fait, avec des codes. On avait mis des claviers de couleur très faciles. On trouvait que c'était très facile nous à faire. On l'avait testé avec quelques enfants. Et puis on avait tellement envie que ça marche que probablement on avait dû influencer les enfants pour qu'ils croient aussi, qu'ils nous fassent croire que ça allait marcher. Et l'idée, c'était que les enfants devaient s'échanger les codes à l'école. Et donc, du coup, on évitait ce qu'avait fait Nintendo avait lancé il y a 2 ans, en fait, un réseau social qui a été un échec parce que pour le coup, n'importe qui, très vite, il y avait eu une faille de sécurité. Et il y a eu des cas d'effets divers absolument terribles. Ça fait partie des risques de notre business. On ne peut pas se permettre ça, en fait. Et donc, ces codes s'échangeaient entre les enfants et ça garantissait que l'enfant connaissait bien. C'était à usage unique. Le truc n'était pas trop mal fait. Personne n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Et donc, dans la semaine qui a suivi le lancement, on est reparti sur tout à fait autre chose et qui, pour le coup, est plus simple. Et nous, on trouvait ça pas très smart, mais au moins les gens comprennent et l'utilisent et puis tout le monde est content. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On était très, très fiers, vraiment, et on s'est planté. Et puis d'autres choses sur les images, sur les partages d'images. On avait totalement sous-estimé le plaisir que les enfants pouvaient avoir. On pensait que c'était surtout dans le fait d'avoir des amis, mais en fait, moins que pour les grands. C'était plus le fait de pouvoir faire des dessins, des jolis dessins, et les partager avec un bot qui les sélectionne et qui les redistribue à tous les autres enfants une fois qu'ils ont été modérés. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très humble sur cette partie nouvelle fonctionnalité, ça va être un hit, etc. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas savoir. Je dirais, quand Facebook est arrivé sur le marché, est-ce que ça allait être personne était capable de prédire que Facebook serait le méga hit qu'il a été. C'est totalement impossible. Donc, pour se prémunir de ce risque, c'est un risque majeur, en fait. Ce risque, il est moins important quand vous lancez, par exemple, une pizzeria. D'accord ? Parce que vous savez que vous allez réussir à faire vos pizzas, normalement, si vous prenez un chef qui sait faire des pizzas. Vous savez que si vous vous mettez dans une zone de chalandise, normalement, vous devez pouvoir, etc. Donc, les incertitudes sur le modèle économique et sur le produit sont bien moindres. Quand vous êtes dans des modèles où, en fait, les gens peuvent switcher de vous à un concurrent en 3 clics,
votre risque il est bien supérieur. Donc pour se prémunir contre ce risque, il faut être très agile, non seulement au niveau des devs, mais aussi au niveau du business. Donc il faut s'autoriser à se tromper. Pour ça, il faut pouvoir, en fait, en partant d'une idée, la construire rapidement, avoir un produit. C'est, je veux dire, des banalités, en fait. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez sorti votre produit, mesurer quelle est l'utilisation réelle qui est faite par vos utilisateurs du produit. D'accord ? Parce qu'en général, on est tellement fiers d'avoir sorti un produit qui marche, qui n'est pas trop buggé, qui est à peu près performant. On pourrait penser que c'est terminé et puis que là, les gens vont venir et vont utiliser. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Donc là, vous allez mesurer. Et en fonction des datas que vous allez récupérer, à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre et puis tester des variantes autour de cette fonctionnalité. Et puis, ce qui est important, c'est de s'autoriser à l'acheter à la poubelle, parce que peut-être que c'était une mauvaise idée, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et si c'est bien, il faut continuer à creuser dans cette même ligne. Et c'est exactement ce que Facebook a fait depuis la création. Ils n'ont pas arrêté de creuser le même sillon. Et je dirais maintenant, ils sont en train de mettre des poteaux et du barbelé tout autour de leurs assets. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Snapchat, on parle beaucoup de Snapchat à l'heure actuelle, puisque vous savez que Snapchat va être introduit en bourse au Nasdaq le mois prochain, avec des valorisations assez hallucinantes. Snapchat, jette à la poubelle 97% des fonctionnalités qu'ils ont développées. Je pense que c'est un chiffre. Ils ne conservent que 3% de ce qu'ils ont développé. D'accord ? Et par contre, ils testent tout. Et ce qui est fabuleux dans le monde du mobile, c'est que le Google Play Store, qui est-ce qui a développé déjà une app sur Google Play Store ? Donc il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur iOS et qui est absolument magique sur le Play Store, dès que vous commencez à avoir des audiences un petit peu importantes, c'est que quand vous publiez, admettons que vous ayez 1 million d'utilisateurs actifs, quand vous publiez une nouvelle version, vous pouvez l'exposer à X% seulement de votre base. C'est le rêve de tous les marketeurs, en fait, parce que vous n'allez pas exposer l'intégralité de votre base et vous risquez de prendre un retour de bâton. C'est pour ça que des fois, vous voyez, vous avez des amis qui ont une nouvelle fonctionnalité sur Snap ou sur Facebook et vous ne l'avez pas encore. Vous vous dites c'est vraiment trop injuste. Pourquoi ? Parce qu'aléatoirement, votre ami a été choisi pour tester à son insu en fait, une nouvelle fonctionnalité. Et derrière, les gens du marketing qui mesurent l'usage de la nouvelle fonctionnalité et qui mesurent est-ce que la personne va passer 15 secondes de plus par jour, parce que c'est leur métrique unique, en fait. Est-ce qu'ils vous accrochent un peu plus, est-ce qu'ils vous pompent un peu plus de votre temps, ou est-ce que vous allez au contraire rester un petit peu moins longtemps et puis parler un petit peu moins avec vos amis. Et si ça marche, ça va être propagé. Et là, c'est le taf de Google de propager au 100% de votre base installée la nouvelle version de l'application. Donc c'est cette itération, ce cycle d'itération, plus vous êtes rapide en termes et là je parle vraiment business, pour passer de l'idée à la mise en œuvre de l'idée, à la mesure de ce que ça donne, et à l'intelligence, à la compréhension de ça vous apporte de la valeur ou pas, plus vous améliorez vos chances de survivre, voire de devenir riche un jour. D'accord ? Comment se passe le développement tout le monde, alors je pense que tout le monde a vu déjà ce slide ou pas ? Vous savez ce que je vais montrer au fur et à mesure ? Non ? D'accord, donc je vais l'infliger juste aux 2 personnes qui l'ont déjà vu. C'est un slide archi classique qui illustre les meilleures pratiques de développement telles qu'elles étaient enseignées dans l'industrie informatique depuis les années 70 jusqu'à récemment. Et encore dans pas mal d'écoles, en fait. Modèle de développement classique. Comment on fait pour bien travailler ? On séquentialise, donc on va spécifier des choses. Donc, moi ou quelqu'un du marketing va spécifier les choses. Donc, on va faire des maquettes, on va faire des cahiers des charges. Donc, on va spécifier. C'est super compliqué de bien spécifier ce qu'on veut, parce qu'en fait, on ne sait même pas trop ce qu'on veut. Mais on va l'écrire, d'accord ? Donc, on va prendre son crayon, on va produire. C'est pas une super bonne spécification, ça. Mais c'est à peu près représentatif de ce que les gens vont faire. Après, vous allez le donner à l'agence ou au designer, et puis les gens vont interpréter vos spécifications, parce que moi, je ne sais pas designer, je ne sais pas coder, en fait. Donc, je vais donner des spécifications, je vais dire, voilà, je vais essayer de m'exprimer avec mon langage, avec mon vocabulaire, avec mes habitudes, mais il faut que ça soit traduit sous forme de spécifications qui soient intelligibles par les développeurs. D'accord ? Donc là, il va y avoir du design graphique, du design d'interface, du design d'architecture. D'accord ? Et mes spécifications, elles vont être un petit peu traduites. Donc là, déjà, on sent que ça commence à sentir un peu mauvais. Traduire, c'est trahir. Hein.
Là, on va passer aux développeurs. Donc les développeurs, c'est les rois du fixe. Ouais, j'ai eu un problème, j'ai mis un fixe. Attends, t'inquiète pas, ça va tourner, j'ai mis un patch, etc. À l'arrache. Vous savez combien de fois j'entends ces mots dans la journée? On a fait un fixe. Jérôme, ça a marché, t'inquiète pas. Donc, bah oui, ça fixe. Puis on sort quelque chose. Et en fait, quand on regarde ce que l'utilisateur voulait à la fin, lui, il voulait pas un truc super compliqué, en fait, où on mette en œuvre des... C'est exactement le cas de nos enfants tout à l'heure. Ils voulaient pas de trucs smart, en fait, qui avaient été développés de manière encore un peu plus compliquée, etc. Et puis, en fait, ils voulaient juste pouvoir s'inviter facilement les uns les autres, de manière sécurisée. D'accord. Mais ça, on avait eu du mal, nous, à le spécifier. On l'avait mal spécifié. Au moment du design, ça avait été designé un petit peu de manière pas top, et ainsi de suite. Et prenez ça. Donc moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans des grandes entreprises, que ce soit dans l'industrie ou dans l'assurance. Typiquement, pour spécifier, vous avez les temps typiques, c'est 3 à 6 mois pour faire un beau cahier des charges. Éventuellement, vous avez une maîtrise d'ouvrage déléguée, donc vous allez acheter des gens qui vont écrire pour vous. Donc il y a encore déjà un premier niveau de traduction. Et puis après, donc design, là, il faut compter entre 1 et 3 mois. D'accord. On va faire le cahier de charges. Vous avez les cahiers des charges. Il y a des spécifications fonctionnelles générales, spécifications fonctionnelles détaillées, spécifications techniques générales, spécifications techniques détaillées. Donc vous produisez des masses et des masses de papier. Vous avez vu des papiers, oui, des projets sur lesquels il y avait 3000 pages de documentation avant qu'on ait commencé à coder la première ligne. D'accord. Donc vous imaginez bien que produire 3000 pages, ça coûte de l'argent en fait. D'accord. Donc vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent, vous avez déjà dépensé 6 mois. Donc réfléchissez à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que si je ne suis pas agile, bah, de toute façon, je vais avoir d'autres personnes qui vont venir me dépasser, sortir des features plus vite. Et je n'ai pas encore commencé à coder. Donc là, on va commencer à coder. Donc typiquement, les ratios dans l'assurance, c'était entre 6 et 24 mois pour avoir la V1. Enfin, plutôt une V0, parce qu'elle était tellement buggée en fait, qu'on ne pouvait rien faire avec. D'accord. Donc entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous arrivez sur le marché, il va s'être écoulé entre 2 et 3 ans. Et vous avez dépensé des sommes monstrueuses. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas super agile, en fait. D'accord. Donc ça, c'est le fonctionnement typique de la plupart des grandes entreprises à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont un héritage de systèmes d'information qui datent depuis l'apparition de l'informatique. Et donc leur récit est d'une complexité rare, avec des couches. C'est un petit peu comme quand vous faites de l'archéologie. Vous avez, faut pas trop gratter. Enfin, dire que plus on gratte et plus on trouve des couches en dessous et puis des systèmes legacy, donc hérités, sur lesquels dès qu'on change une virgule, enfin on n'a pas envie de changer une virgule au truc parce que sinon ça risque de bugger et puis d'impacter des systèmes à côté. Donc c'est vraiment une pratique très très répandue dans l'industrie. C'est pas forcément très drôle pour un jeune développeur d'entrer et de travailler dans ces contextes-là. Et pour nous, start-up, c'est juste pas viable parce que si on attendait 2 ans pour lancer la première version du produit, je dirais nos concurrents auraient déjà sorti, ils seraient déjà à la V4, etc. Donc il faut penser autrement. Et c'est là que le développement agile et les méthodes agiles d'une manière générale, donc il y en a plusieurs. Moi, je vous présenterai que celle sur laquelle on a un petit retour d'expérience et qui est une méthode assez populaire qui s'appelle Scrum. Il y a beaucoup de littérature dessus, si ça vous intéresse, il y a des très bons livres qui la décrivent. Moi, je vais juste rester sur la surface, on n'a pas beaucoup de temps de toute façon, et pour vous expliquer la philosophie. Et la philosophie, vous vous rappelez ce petit cercle là tout à l'heure où on disait idée, développe, mesure, et puis rétroagit en fait. Ben, l'idée, c'est exactement ça. Donc on va faire des sprints. Et l'idée d'un sprint, c'est qu'effectivement, on est tout le temps un petit peu en train de courir, donc c'est un peu plus fatigant que quand on attend que la prochaine réunion de comité projet dans un mois, etc. Et en fait, on va figer les sprints, donc c'est des périodes courtes, typiquement entre 2 et 4 semaines. Et en début de sprint, on va se dire, bah voilà, pendant ce sprint, on va cruncher ces fonctionnalités-là. Et à la fin du sprint, idéalement, on va les mettre en production. Donc ça veut dire que c'est des itérations de mise en production relativement rapides. On va pouvoir exposer à notre base d'utilisateurs, très souvent avec des nouvelles features. Et en profiter pour corriger des bugs aussi. Pas laisser traîner les bugs trop longtemps. Et donc l'objectif d'un sprint, en tout cas en vision académique, parce qu'après dans la réalité c'est des fois un petit peu compliqué
de rester proche de la méthodologie vraiment théorique, mais c'est qu'à la fin d'un sprint, on livre et on met en prod. Et l'idée, c'est exactement ça. C'est que ça nous autorise à nous planter régulièrement et à nettoyer régulièrement notre base de code, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de code non utilisé dans nos logiciels que de code utilisé. Mais au moins, à chaque fois, on se rapproche de plus en plus de ce que les utilisateurs veulent vraiment. Et on donne le maximum de chances à notre produit et notre service de trouver son marché et d'exister. Donc, je vais bientôt passer la parole à Walid pour qu'il vous explique côté développeur comment ça se passe. Je vais vous expliquer maintenant comment c'est rythmé un sprint chez EduPad. Et c'est à peu près dans la méthodo académique. Donc les sprints chez nous font 3 semaines. On a longtemps tourné avec des sprints à 2 semaines et en fait, on n'arrivait pas à respirer. C'est-à-dire que ce rythme était trop intense pour notre structure. Du coup, on lâchait des releases, on faisait des releases qui étaient bancales, qui étaient trop buggées, et du coup, le sprint d'après était plus compliqué, etc. Donc, on a essayé 3 semaines et on s'est rendu compte que pour notre structure, ce qui ne serait pas forcément le cas pour une autre structure, 3 semaines, c'était idéal. J'ai une activité de conseil en parallèle et on a un autre client qui a un grand compte et pour lequel le rythme, c'était 4 semaines. 4 semaines, c'était idéal. 3 semaines, pour eux, c'était trop court. Donc là, il faut trouver que chacun trouve son sprint. Donc nous, en semaine 1, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on était en semaine 1 du sprint 3 de cette année. Eh bien, on a fait une réunion de début de sprint pendant laquelle, avec le marketing, en fait, on a sélectionné dans le backlog. Le backlog, c'est la liste au Père Noël, c'est-à-dire c'est toutes les fonctionnalités qu'on aimerait bien mettre dans le produit. Simplement, vous savez bien, j'espère perturber personne en disant que le Père Noël n'existe pas. Donc malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc cette liste, en fait, nous, en avance de la réunion de début de sprint, on la priorise et puis on se coupe un bras, une jambe, etc. Et on se dit, voilà, nos priorités, c'est vraiment celle-là. On les explique. Donc ce matin, on a passé 1h30 à expliquer les features qu'on avait en objectif sur les 3 semaines à venir. Cet après-midi, donc pas cet après-midi puisque Walid est là, mais demain matin, l'équipe de dev va se réunir en réunion de chiffrage. Ils vont discuter entre eux. Si jamais une des fonctionnalités n'est pas claire, ils vont tirer quelqu'un du marketing par la manche en lui disant « Attends, on ne comprend rien ton truc. » Mais au contraire, peut-être que ça, on peut le faire autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Le simplifier, l'améliorer. Et puis le mardi matin, donc ça sera mardi probablement après-midi, on va arbitrer, c'est-à-dire eux vont dire bah voilà, l'addition c'est ça. Donc on a des unités d'œuvre que vous présentera Walid tout à l'heure, qui sont des unités virtuelles, comme si on jouait au Monopoly. D'accord. Et du coup, on va réarbitrer nous-mêmes en fonction de ce qui finalement est réalisable dans le sprint. Et puis après, on va publier la version du sprint précédent dans la semaine. C'est-à-dire ce qu'on avait fini de tester du sprint précédent va être publié dans le courant de la semaine. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la semaine 1. Semaine 2, ça code. Et l'idée, c'est de perturber le moins possible, je dis bien le moins possible, et ça, Walid aura peut-être un mot à dire là-dessus, l'équipe de dev, justement parce qu'un dev produit bien s'il n'y a pas tout le temps le marketing sur le dos qui dit il faudrait rajouter ça, il faudrait corriger ça, il faudrait faire ci et ça. Donc on essaye de ne pas les déranger, c'est pas facile. Et puis en semaine 3, le lundi matin, on dit voilà, le code freeze, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, c'est souvent le cas, mais c'est pas grave, nous on a un objectif de publier, parce qu'il faut qu'on release des nouvelles features aux clients. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable, de manière certaine, de livrer à la fin du sprint? Donc là, on gèle le périmètre, qui souvent est une inclusion du périmètre cible qu'on avait figé en début de sprint. Si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein. Et le vendredi après-midi, on a une petite réunion de bilan. Donc, on se réunit tous ensemble et on débriefe du sprint. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'on s'est planté sur le chiffrage? Où est-ce qu'on s'est planté sur les spécifications? Comment il faut qu'on fasse la prochaine fois? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse aussi des ajustements sur la méthode elle-même du sprint chez nous? Est-ce qu'on n'a pas des améliorations sur le process méta sur lequel on pilote nos développements? Donc voilà comment ça se passe de mon point de vue. Et je vais maintenant laisser la parole à Walid pour que vous explique comment ça se passe du côté dev. Je vais vous présenter comment ça se passe donc, côté développeur. Donc, vous m'entendez bien là? Ah, c'est mieux là. Ah, ça fait bizarre, pardon. Donc côté développeur, comment ça se passe le sprint? Je vais passer là-dessus. Donc ça a les 3 grands principes. Donc au début du sprint, donc comme ça a été dit avant, on chiffre. Donc le chiffrage se fait tout au début du sprint. Donc chiffrer, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la liste au Père Noël qu'on nous a demandé
et on va tout simplement dire le coût pour la faire. En fait, il y a deux façons de chiffrer. Donc, avant, dans mon ancienne boîte, je sais qu'on chiffrait en jouram, parce que c'était beaucoup plus parlant. C'était beaucoup plus parlant de dire cette fonctionnalité, ça va prendre 5 jouram. Donc, on va mettre 2 personnes dessus, ça va prendre 2 jours et demi. Et en fait, donc chez Edupad, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, on essaie d'appliquer la méthode, je sais pas si c'est la méthode classique ou pas, mais on chiffre en utilisant la suite de Fibonacci. Donc, histoire que ça monte très 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 vite. Donc, une tâche qui est chiffrée à 1, donc a priori, c'est qu'elle n'est pas très compliquée. Ça va prendre, je sais pas, j'ai envie de dire une matinée. Enfin, techniquement, dans notre tête, bon, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très bons en abstrait, il y a des gens qui sont moins bons. Et il y a des gens qui aiment bien ramener ça en temps homme. Donc une tâche à 2, 3, 5, donc là ça commence à être complexe. Une tâche à 8, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, dès qu'on a une tâche qui est chiffrée à 13, donc pour nous 13 c'est notre maximum. 13, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra pas la livrer avant la fin du sprint, il faut absolument la diviser en deux. Donc là, on réitère avec le produit, le product owner, le marketing, etc. pour essayer de la diviser. Ensuite, on dev et enfin de la code review. La code review, que je vous la présenterai un peu plus tard, mais ça sert à avoir du code maintenable et que tout le monde sache à peu près, tout le monde code à peu près de la même façon, histoire que ce soit facilement, qu'on puisse facilement reprendre le code d'une autre personne. Est-ce que tu parles du poker? Je parlais du poker, oui. En fait, ouais, on chiffre avec un jeu de poker, mais je ne l'ai pas ramené. C'est pas mal, c'est drôle. Puis il y a une carte café aussi, si vous voulez boire du café. Où j'en étais donc pour le chiffrage. Alors, le chiffrage, en plus de chiffrer... Pardon. Donc, en plus de chiffrer la liste au Père Noël, donc, c'est un... j'ai envie de dire, c'est un peu le moment où les développeurs en profitent pour parler de tout ce qui est architecture, du code, de notre code en général. Et donc, on en profite pour essayer de... je vais pas dire de caser, mais de dire au produit, aujourd'hui, nous, on a de la dette technique à ce niveau-là. On aimerait bien profiter de ce sprint qui est peut-être un peu moins lourd, qui est peut-être un peu plus lourd, où on estime que là, tout de suite, c'est le moment, afin de s'en débarrasser. Parce que sinon, ça traîne. Et les choses qui traînent depuis un an, on sait très bien qu'on ne va jamais la faire. Et soit on dit, bah, là, on l'a fait, soit on l'enlève et on ne la fera jamais. Et tant pis, ce sera du legacy tout le temps. Oui. D'accord. Bon, je vais te donner 3. Ça te va? En fait, en général, nous, on estime qu'un bug, c'est 3 parce qu'il y a du temps d'investigation, du temps de rechercher où est le bug, du temps de rechercher quel est le problème, du temps de réussir à le reproduire. 2, en général, c'est des petites tâches, j'ai envie de dire, de design, du style, c'est trop gros. En fait, et du coup, ce qu'on passe énormément de temps à faire d'aller-retour avec le marketing pour dire ah non, là c'est trop petit, ah non, là c'est trop gros, ah non, c'est en gras. Enfin, voilà, et donc ça nous coûte du temps. Et donc ça, c'est une tâche qu'on estime chiffrée à 2. Une tâche qui serait chiffrée à 13, donc c'est, je sais pas si c'est une tâche qui arrive d'ailleurs, par exemple, je peux vous en parler. En fait, on aimerait bien refaire une refonte de notre recherche, de refaire une refonte de la recherche pour que ce soit plus utilisable pour les enfants, pour que ce soit plus utilisable, plus compréhensible. Et en fait, cette tâche, ça implique beaucoup de choses, parce qu'on a du développement à faire côté application, du développement à faire côté serveur. Et si on devait faire ça en une seule fois, côté application, je pense que ce serait à 13, parce que d'une, on devrait éliminer tout le code mort. Comme on a dit, on essaie de garder très très peu de code mort, donc éliminer tout le code mort et en même temps faire en sorte que ça s'adapte bien comme il faut et que ce soit beau. Voilà. Et quand la tâche est trop grosse, on va la couper en petits morceaux. C'est un peu ça la philosophie aussi. Et typiquement, sur ce moteur de recherche, c'était des choses qui étaient devenues importantes pour nous, puisque comme on a connu une croissance très très importante en fait, pendant les vacances de Noël, on a multiplié notre base par 4. Ça a mis par terre notre serveur, qui était très scalable. Et du coup, il a fallu changer l'architecture de la base de données. Mais ça se fait pas, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Donc, on a dit il faut que les recherches soient affichées, les résultats de recherche soient affichés en moins d'une demi-seconde. C'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Et donc là, il y a eu une étape. Donc, on a dit c'est trop gros comme caillou. Donc, on a cassé un petit caillou. Et après, on fait des choses. On va faire des choses qu'on fait dans les développements classiques. Hein. Enfin, de toute façon,
au final, c'est un peu les mêmes choses qui sont faites. Simplement, elles ne sont pas orchestrées, elles ne sont pas organisées de la même manière, séquencées de la même manière. Et là, typiquement, on a fait un POC sur le sprint 2. POC, choix d'une nouvelle technologie, base NoSQL, si je ne dis pas de bêtises. Elasticsearch, pour ceux qui connaissent. Voilà, mais comme on n'avait jamais fait, il fallait poker. Donc on a testé, on a fait un petit peu de test de charge. Et puis c'était validé. Donc là, sur ce sprint, il y a un nouveau petit caillou qui est programmé, qui correspond à ce qu'on va être capable de cruncher pendant le sprint. Et il faut qu'on réussisse à le faire. Et moi, le poker, je reviens 2 secondes sur le poker, parce que c'est un truc que ça m'a fasciné sur la manière de chiffrer. Parce qu'en fait, c'est un poker dans le sens où les 4 devs, en fait, ont chacun des cartes avec donc les valeurs des cartes. T'avais pas prévu de le dire après, hein? Si, non, mais j'ai dit juste avant, je pense. Enfin, je sais. Je reviens sur le détail parce que je trouve que c'est assez intéressant sur la manière dont ça fonctionne. Vous avez des cartes en main qui correspondent à la suite de Fibonacci. Donc c'est une suite effectivement qui croît très vite, dont ça croît doucement au début, puis après l'écart entre les nombres augmente de plus en plus. Et quand il y a une nouvelle feature, chacun répond, donc il dépile les features les unes après les autres pour les chiffrer, et chacun réfléchit rapidement dans son coin, et puis à un moment donné, jette une carte en disant ça c'est 3 points, etc. Et en fait sur la table, c'est très variable, parce qu'il y en a qui vont dire c'est 13, c'est super compliqué, puis il y en a d'autres qui vont dire maintenant c'est 2, je te le claque à 2. Et le truc le plus intéressant derrière, c'est la discussion, et c'est chacun va argumenter aux autres pourquoi il pense que c'est 13. Parce que moi, je pense que tu n'as pas vu ça. En fait, ça entraîne ça, il faut tester ça et ça. Ça, on n'a jamais fait. C'est pas si facile que ça. Au contraire, attends, mais il y a ce moyen de faire. C'est beaucoup plus facile. Et ces discussions, des fois, elles durent assez longtemps. Et c'est pas du temps perdu, parce que c'est là que vont se confronter les choix de solutions techniques des différents développeurs. Et après, une fois qu'ils sont d'accord, on tourne là-dessus. Mais c'est vraiment une phase importante de discussion, d'analyse et d'ouverture, en fait. Ouais, j'avais juste une petite question. Est-ce que des fois, donc si c'est quelque chose d'assez important comme tâche, mais qui peut pas vraiment être mis en service en 2 fois, j'ai pas d'exemple précis, mais on pourrait imaginer. Ça veut dire quoi? Vous faites 2 sprints, vous faites pas de release entre les deux, vous le coupez en 2, vous faites pas de release et vous faites 2 sprints, vous faites des tests techniques. Je sais pas. Imaginons que par exemple sur la recherche, il y a un truc côté serveur, un côté appli, et vous pouvez pas mettre l'un en service en prod sans l'autre. Donc pour ce genre de choses, donc ça nous arrive pas régulièrement, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps où on ne pouvait pas diviser une tâche. En fait, vu qu'on essaie de fonctionner sous forme de branche, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est une release spéciale en fait. C'est-à-dire que c'est une release sur laquelle on va bosser plusieurs semaines. Quitte à sortir, on va sortir une nouvelle release à la fin du premier sprint, mais qui ne contiendra pas autant de changements que les autres sprints. Donc, par exemple, pour le moteur de recherche, donc on n'a pas encore commencé à développer, mais probablement ce qui va se passer, c'est qu'on va, donc pour ceux qui sont à l'aise avec Git, donc je ne sais pas si c'est tout le monde le cas ou pas, donc on va prendre le code, on va partir donc de notre code principal. En fait, on va avoir 2 branches qui vont diverger. Et à la fin du premier sprint, donc, on va sortir la branche où il y a toutes les nouvelles features qui sont indépendantes les unes des autres, tandis que l'autre branche, on va la garder en vie et on va attendre jusqu'à ce que ce soit fini, que ça prenne 2 sprints, 3 sprints, 4 sprints. Bon, 4 sprints, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et c'est comme ça qu'on va se débrouiller pour pouvoir le sortir. Après, c'est vrai que côté produit, du coup, c'est un peu un inconvénient, parce que côté produit, penser l'avoir ou avoir à la fin du sprint, mais quand il l'a pas, c'est un petit peu frustrant. Mais c'est quelque chose qui est accepté. Mais ça, de toute façon, pour les gros cailloux, de toute façon, on n'est pas non plus naïf. On le voit en début de sprint, en fait. Enfin, c'est typiquement, là tout à l'heure, je parlais de Snapchat, de prendre certaines fonctions de Snapchat et les mettre dans l'app. On verra demain. Mais il est probable que on livre peut-être qu'une partie des fonctionnalités de Snapchat dans la version qui sera réalisée sur le sprint 4 et la totalité à la fin du sprint 4. Mais ça rythme en même temps. Et c'est bien d'avoir... moi, je préfère qu'on release des features qui n'ont pas absolument tout le périmètre, mais au moins, on peut commencer déjà à avoir des datas sur l'utilisation. Et dans certains cas, on va même faire des fonctions qui sont un peu fake. C'est-à-dire, on va mettre des boutons qui disent tiens, tu peux faire ça. En fait, ça ne marche pas. Par contre, on sait que les gens ont cliqué sur le bouton, donc ça veut dire qu'ils ont envie que ça fasse ça. Voilà. Et donc on affiche un truc, ça arrivera bientôt, enfin on se débrouille, en fait, on le gère bien vis-à-vis du client.
Mais ça nous permet de mesurer l'appétence et de savoir si oui ou non ça vaut le coup d'investir les points dedans ou de faire autre chose. Perdu ton micro. Oui, je voulais savoir, ces premières releases, finalement, auprès de qui vous les faites tester? C'est vous-même qui les testez? Ou alors vous commencez déjà à les faire tester par des gens qui ne sont pas, on va dire, directement impliqués dans la programmation du projet, quoi? Alors déjà, on a des bêta-testeurs en fait, qui testent pour lesquels, bon, c'était un peu vrai, mais pas à 100% vrai, mais pour lesquels on développe, on va sortir une release en avance. Donc ces bêta-testeurs, par exemple, typiquement récemment, on a eu le multilinguisme, donc on a décidé de localiser l'application en 8 langues. Et donc on a décidé de faire tester cette application par nos amis, qui sont japonais, chinois, etc. Et ça nous permet d'avoir leur retour à eux, donc qui sont nos amis, qui sont des gens qu'on connaît, ou potentiellement, des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont décidé de rejoindre notre programme de bêta-testeurs, et d'avoir leur retour avant de pouvoir sortir la release à 100% des utilisateurs. Et comme disait Jérôme tout à l'heure, on peut déployer l'application à genre 30 ou 40% des utilisateurs qui nous feront leur retour du style « bah non, ce mot-là, ça ne veut rien dire en russe, enfin, là c'est féminin, ça devrait être masculin, etc., etc. » Ce qui nous permet, nous, de faire des corrections avant de déployer à 100% des utilisateurs. Alors, on n'a pas de ça, on décrit pas vraiment comment on procède sur les tests. Les tests, c'est un sujet à part entière hein, chez un éditeur de logiciels. Et là, il y a toutes les organisations possibles et imaginables. Et pour moi, en fait, à une extrémité du spectre, vous avez Microsoft. Microsoft, la dernière fois que j'ai discuté avec eux, c'est 2 testeurs pour un développeur. D'accord ? Et je pense que c'est un peu plus de testeurs que ça, en fait. Hein. Mais le ratio avoué, c'est celui-là. Et à l'opposé, à l'extrême inverse, une entreprise qui, pour moi, est un exemple, si vous pouvez les convaincre de venir faire une conférence ici, ce sera vraiment bien, c'est des cadors. C'est Trendline, donc anciennement Capitaine Train. C'est des ayatollahs du code. C'est des gens, c'est des trackers de bugs, etc. Et le marketing est pratiquement fait par les développeurs. Il n'y a pas de testeur. 0 testeur. Tous les tests sont assurés par les développeurs qui ne lâchent pas une feature tant qu'elle n'est pas tip-top, nickel, apte à scaler. Donc il n'y a pas vraiment de best practice. Microsoft, ils s'en sortent pas trop mal sur le marché quand même si on les critique. Et Capitaine Train s'est fait racheter pour 200 millions d'euros après s'être fait créer 6 ans avant, donc ça marche bien pour eux aussi en fait. Nous, on est un petit peu entre les deux, puisqu'on a un testeur pour 4 développeurs. Et après, effectivement, on ne fait pas tester toutes les features par des bêta-testeurs, mais sinon, on a la possibilité de faire appel à des bêta-testeurs. C'est ce qu'on a fait pour les langues, parce qu'on était un foutu de tester les langues exotiques. Et puis après, ce qu'on fait le plus souvent possible, c'est que sur Google, en fait, on publie à 10% de la base. Et puis on regarde pendant 24-48 heures si on n'a pas de gros loups. Si on n'est vraiment pas sûr, on laisse une semaine. Mais si au bout de 24-48 heures, on n'a rien vu, on n'a pas vu de feu s'allumer, boum, on débloque toute la base. Cette fonctionnalité, elle est phénoménale. Ouais, ça nous permet aussi de... en fait, donc, je sais pas si quand vous avez un crash sur Android, souvent vous avez une fenêtre qui vous propose de report le crash en expliquant ce que vous avez fait, etc. etc. Moi, je vous les invite à le faire tout le temps parce que c'est trop bien et ça permet en fait aux autres développeurs d'avoir des logs et d'avoir ce qui se passe et de corriger les bugs pour une prochaine release. Et donc, typiquement, le fait de sortir une version à 40% des utilisateurs, notamment quand c'est des très très grosses versions, ça nous permet de pouvoir vérifier que notre version est est assez stable pour 100% des utilisateurs. En fait, par rapport à ce qu'il disait, Capitaine Train, qui a pas du tout de testeur, en fait, c'est une règle que me disait un ami de l'EPITA, c'est que quand on n'est pas le dernier, quand on n'est pas le dernier de la chaîne à tester, il y aura toujours des bugs. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste je sais pas, psychologiquement, on se dit, de toute façon, il y a quelqu'un qui teste après moi, donc je teste pas tout à 100% et ce genre de choses. C'est instinctif. On le fait pas exprès. Je pense qu'on a tous envie de sortir des choses parfaites, des choses sans bug, mais c'est pas toujours le cas. Bon, je sais plus où j'en étais. Donc j'avance. Oui, voilà. Donc pour notre gestion agile, on utilise 2 outils, donc qui sont Jira et Bitbucket.
Donc Jira, c'est une interface qui contient plein de colonnes, donc je vous présenterai après. Bitbucket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de version, en fait, c'est tout à fait comme GitHub. Sauf que ça a une intégration, enfin ça fait partie de tout le groupe Atlassian, donc de tous les produits Atlassian, tout ce qui est Jira, Bitbucket, HipChat, et donc ça permet une intégration facile entre ces outils. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est le backlog, donc c'est la liste au Père Noël que présentait Jérôme tout à l'heure. Pour faire simple, donc, concrètement, donc ça c'est les différents produits qu'on a, donc pour vous présenter très rapidement, parce que c'est pas super intéressant. Donc on a Mesdroid, c'est Messenger Android, Messenger iOS, et concrètement ce qui est intéressant c'est ce côté-là, en fait, où on voit à combien sont chiffrées les tâches, et ce qui nous permet de voir en un seul coup d'œil ce qu'on n'a pas chiffré, pouvoir le chiffrer, qui permet de voir notamment à l'arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est ce qui est juste après le chiffrage pour décider que veut le Père Noël, en fait. C'est un peu plus compliqué. Et ça permet de voir en un coup d'œil ce qu'on veut. Et enfin, donc les fenêtres donc, je vous présentais, donc ça c'est un sprint. C'est un sprint assez classique, enfin c'est une vue assez classique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vue, en fait, où on a concrètement, on pourrait résumer ça en 3 colonnes, c'est to do, in progress et done. Donc to do, c'est tout ce qu'il y a à faire pour la fin du sprint. In progress, c'est ce qui est... Donc tout ça, en fait, pour moi, tout ça, ça fait partie du in progress. Donc c'est tout ce qui est soit en train d'être dev, soit en train d'être technical reviewé. Donc ce qui est en train d'être review par un autre développeur. Et tout ce qui est en quality review. Donc c'est là où nos testeurs vont passer dessus, enfin notre testeuse, et dire si elle est satisfaite ou pas de la feature par rapport à la spec initiale. Une fois que c'est en done, donc done, ça veut dire que ce sera pour la prochaine release à la fin du sprint. Donc c'est une vue qui s'appelle Kanban. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. C'est un pilotage visuel de ce qu'il y a à faire dans le sprint. Et en début de sprint, en fait, on commence d'un point de vue théorique, parce que des fois, enfin, je veux dire, quand on est en continu, on a les choses du sprint d'avant qui peuvent polluer cette vision théorique. Mais en théorie, début de sprint, toutes les tâches sont là, dans cette colonne-là. Tout ce qu'on a validé comme objectif à réaliser dans les 3 semaines sont là. Donc, c'est tout doux, c'est à faire. Et les devs vont donc piocher les tâches. Et les piocher, c'est du drag and drop, en fait, les prendre et les déposer là. Si je commence à attaquer la tâche messserve 149 pour consolider les conversations de Betty, nos robots, je la prends, je la dépose ici. In progress, je vais développer. Une fois que j'ai fini de développer, bim, in review, et ça, tu détailles après, je crois, ce que c'est que la review. Oui. Une fois que la review est bonne, si c'est pas bon, bim, ça repart. C'est pas bon, j'ai des choses à dire lors de ma review. Je la redépose là, in progress, parce qu'il faut corriger ce qui n'était pas conforme. Si c'est bon, ça passe en ready for build. Là, c'est une espèce de SaaS. Alors, peut-être qu'on devrait le faire. Nous, on attend d'avoir suffisamment de choses à cruncher et à tester pour faire un build. C'est-à-dire assembler dans une application, que ce soit iOS, Android, comme on fait des apps, en fait. Il y a ce petit travail d'assemblage. C'est comme si on packageait un exe, sauf que c'est plus compliqué. C'est dommage que ce soit pas aussi simple. Et quand on a buildé, alors on prend et on drop. Là, d'un seul coup, on en drop tout un paquet côté test. Donc, eux font leur test, c'est pareil. Si c'est pas bon, ça repart, in progress, avec tous les cas de tests supplémentaires. Parce que je vous expliquais tout à l'heure que c'était difficile de bien spécifier, mais des fois, c'est en voyant... Alors, c'est pas exemplaire ce que je vous décris, mais des fois, c'est en voyant les bugs qu'on est capable de finir la spécification. Parce qu'il y a un cas qui n'était pas prévu au début. Et donc, ça revient, mais c'est enrichi dans la fiche, en fait. Et une fois que c'est bon en qualité review, ça passe en done. Et là, c'est prêt à être mis en production. Donc là, cette fois-ci, on peut builder pour faire un build de prod. D'accord ? Donc, en fin de sprint, théoriquement, si on a bossé comme dans les livres, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne sont vides et tout est passé là. Et donc, c'est en fait un profil de sprint, un beau profil de sprint en début de sprint. C'est un profil qui est très long ici et avec pas grand-chose là. Ça veut dire qu'on a bien bossé le sprint précédent. Et en fin de sprint, la réunion de fin de sprint, typiquement, on doit avoir une belle hyperbole avec quasiment rien là-bas. Et un truc qui, c'est les profils. C'est là qu'on voit si on a été performant sur le sprint ou pas. D'accord ? Donc cette méthode de Kanban, elle est très facile. C'est très facile de voir si on est en train d'aller dans le mur à un moment donné.
Donc, s'il faut réajuster, réarbitrer sur le contenu du sprint lui-même, parce que si on va dans le mur, ça sert à rien de se dire on se plante. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Et puis, ça peut nous arriver de redescendre dans le backlog des fonctions. Donc, on l'a fait récemment en donnant justement la priorité à la production et à changer notre moteur de recherche. Mais c'est vraiment, nous, le cœur quotidien de travail et qui va garantir l'agilité. Donc, on parlait à un moment donné de Jira. Il se trouve que c'est Jira qu'on utilise comme logiciel. Mais la plupart des solutions du marché proposent plusieurs vues. Mais à l'usage, souvent, moi, quand j'échange avec d'autres entreprises, c'est cette vue de Kanban avec des colonnes et où on va progressivement faire passer le travail d'un côté à l'autre qui est la plus populaire. Et c'est un côté assez satisfaisant, en fait, de se dire, bah voilà, j'ai fait ça. Clac, ça passe de l'autre côté. Terminé, done. Juste pour ajouter aussi, on a en fait concrètement les sprints, en théorie, si on chiffrait bien, que l'arbitrage était bien fait, etc., tout devrait être à droite. Mais en pratique, ça arrive rarement parce qu'en fait, on a, comme vous le voyez ici, on a une petite ligne qui s'appelle Emergency. En fait, c'est pour gérer toutes les urgences qu'on n'avait pas prévues dans le sprint, pour gérer tous les imprévus. Typiquement, notre base de données qui est multipliée par 4 en l'espace d'une semaine, enfin plutôt de 2-3 jours en fait. Du coup, on n'avait pas du tout prévu ça. On a eu des petits soucis à régler, mais du coup, ça a complètement décalé le sprint. En fait, on s'est retrouvé avec un sprint où, j'ai envie de dire, un tiers des tâches étaient encore à gauche, alors que en général, à la fin, il en reste 2, quoi. Là, ça doit être à la fin du sprint. Je me souviens plus trop du screenshot, mais ça a l'air d'être vers la fin, vers la moitié de la fin. Et voilà. Qu'est-ce que c'est après ? Donc voilà à quoi ressemble une fiche Jira, un ticket Jira, pardon. Donc c'est concrètement les tickets, donc c'est les spécifications. Ce ticket, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah voilà. Erreur d'affichage liée au local. Donc ça, c'est concrètement, je vous présente très très rapidement, mais c'est en fait, après avoir fait le premier recettage, donc premier test, donc là, on avait dû tester dans toutes les langues. Donc tout ça, ça nous avait été rapporté par des utilisateurs qui étaient bêta ou par des amis à nous. Donc on a créé un gros ticket où on a fait des lignes et où on a dit chaque problème, quels étaient les problèmes, comment les régler. Quand le problème était déjà, on ne pouvait pas le régler, on mettait en round fixe. Ou quand on pouvait le régler, on faisait un dev, on dev OK. Et après, on repassait dessus, on testait. J'avance. Alors, en ce qui concerne maintenant rapidement notre stack, donc niveau stack de développement, donc on est sur Android et iOS, on est en natif, donc on fait du Java pour Android, sur Android Studio, donc pour ceux qui connaissent. On fait du Swift sur iOS, donc c'est un nouveau langage d'Apple. On a notre serveur qui est en Ruby on Rails et qui est connecté à une base de données MySQL. Et dans les prochains mois, semaines, on va ajouter donc Elasticsearch pour la recherche, parce que c'est le meilleur truc pour la recherche. Et à côté de ça, on est lié à des services externes. Donc on a Facebook, on a Layer et on a Amazon Web Services. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très intéressant. Oui. Je me demandais si vous avez une sorte de sprint par plateforme ou si lors de la même réunion, vous mettez développeurs RAI, les développeurs Android et iOS pour partager les tâches. En général, donc on essaie de tout sortir en même temps. Donc la plupart du temps, donc tout est compris dans le sprint. Donc on a, il n'y a pas de distinction en fait de tâches. Donc tout est Android, iOS ou serveur. Et voilà. En fait, sur la partie cliente, oui. Sur la partie cliente, il y a un développement, oui. C'est un peu la croix, c'est notre croix. Puisqu'on développe une fois une interface en Swift, une fois une interface en Java et un seul développement serveur. Par contre, les développeurs eux-mêmes sont full stack. Donc, je vais intervenir à la fois sur la base de données et la partie transactionnelle. Et puis, alors, ils sont full stack avec une spécialité quand même. Ils sont plutôt iOS ou plutôt Android. D'accord ? Et donc, je vais faire l'intégration dans l'app. Et en règle générale, je vais la faire si je suis plutôt iOS sur iOS, plutôt Android sur Android. Et puis, c'est un autre développeur qui va faire la même sur l'autre plateforme. Et effectivement, c'est un des vrais soucis quand on développe des apps. Est-ce que je choisis un développement, c'est pas l'objet de notre conf, est-ce que je choisis un développement universel ? Je développe par exemple en React
où je développe avec Xamarin ou d'autres solutions, ou est-ce que je développe en natif? Nous, on est parti à un moment donné. Quand on est parti, il n'y avait pas de solution pertinente, enfin, qui répondait à tous nos besoins. Dieu sait si on était motivé, hein, parce que ça ne divise pas par deux les coûts de développement, mais ça fait bien 50% de charge en moins, en fait. Il y a 3 développeurs par tâche. Non, pas vraiment. Enfin, comme il l'expliquait, donc les tâches en général sont divisées tâches serveur, tâches Android, tâches iOS. Mais en général, il n'y a pas besoin. Enfin, déjà, donc on est, comme il disait, on est tous full stack, donc on est à peu près tous capables de faire de l'Android, de l'iOS et du serveur. Donc avec plus ou moins une spécialisation. Mais quand on prend une tâche serveur, tu l'as fait pour les deux, tu l'as fait pour Android et iOS. En fait, c'est ça l'idée. Donc la première personne qui va faire la tâche, par exemple Android, gérer le nouveau moteur de recherche. Donc, il va faire toute la partie serveur, qui va renvoyer les données comme il veut qu'elles soient renvoyées, etc., etc. Il va faire la partie Android, donc qui consiste à bien afficher comme il faut, etc., etc. Et après, là, ça dépend donc des développeurs. Est-ce que le développeur se sent suffisamment à l'aise sur iOS pour faire le développement lui-même sur iOS, ou bien si lui s'en sent pas capable? Donc, en général, il y a une autre tâche pour ça, c'est pour ça qu'elles sont divisées. Et donc, l'autre personne va s'occuper de faire le développement iOS. Donc, en règle générale, je viendrai tout à l'heure, on a 2 développeurs en moyenne par tâche, puisqu'il y en a un qui fait serveur plus une des plateformes, et puis un deuxième qui fait l'autre plateforme. Et on release pas forcément les mêmes features sur les 2 technos en même temps. Donc, on peut avoir un décalage qui peut aller jusqu'à 2 mois, c'est le maximum qu'on a eu, entre les plateformes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la question, mais typiquement, il y a 3 ans, les développeurs, c'était iOS first, et puis Android quand j'ai du temps. Nous, on est en train de migrer à Android first, en fait. Et beaucoup de développeurs commencent à faire ça. Et quand on a le temps, on repasse sur iOS. Parce que grosso modo, c'est 3 utilisateurs Android pour un utilisateur iOS aujourd'hui. Justement, parce que vu que vous développez une feature sur iOS, la même sur Android, et en même temps vous modifiez votre serveur, est-ce qu'il vous arrive pas des fois d'avoir justement une modification serveur qui va impacter la version iOS, et comme vous faites tester la version Android, du coup de devoir faire sortir une mise à jour d'urgence pour éviter ce type de problème? Walid, c'est pour toi, c'est là. Alors oui, ça nous est déjà arrivé en fait de faire ça, de modifier une partie du serveur et on pensait, comme d'habitude, je savais, j'ai pas touché à ça, donc je pensais pas que ça allait plus marcher. Donc c'est toujours la même excuse. Mais oui, ça nous arrive en fait, donc de ce genre de choses. En général, ce qu'on fait, on n'a pas besoin. Vu que le problème est côté serveur, ce qu'on fait, c'est à nous, côté serveur, de pouvoir gérer le versionnement de notre API. En fait, aujourd'hui, notre API est moyennement versionné, donc ça marche un peu, mais il faudrait qu'on prenne beaucoup de temps pour vraiment avoir une vraie API versionnée où la version 3.4 de l'application va taper sur la version 4.5 du serveur et pas la version 4.6, sinon ça casse, etc. etc. Mais aujourd'hui, oui, le versionnement de notre API, ça fait partie des prochaines tâches qui vont arriver, qu'on va devoir gérer. Mais en attendant, ce qu'on fait, donc, quand le développeur code, il doit faire en sorte que ça soit géré pour la version Android qui va sortir, et surtout pour les anciennes versions. Parce que si on modifie un truc côté serveur, notamment si on renvoyait un champ ID qu'on décide de plus renvoyer parce qu'on n'en a pas besoin, en fait, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, c'est à nous de devoir de vérifier et de surtout faire attention. On a besoin de beaucoup de rigueur à ce niveau-là pour vérifier que toutes les anciennes apps ne cracheront pas. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est sympa de pouvoir réaliser une partie de la base seulement. C'est vraiment la dernière sécurité. Pardon. Petite question, est-ce que vous pratiquez le pair programming pour justement éviter ces problèmes de bugs, avoir une personne par exemple dédiée sur iOS, une personne sur Swift et sur Android, et permettre justement d'éviter les bugs et d'aller plus vite en agilité? Il n'y a pas ce système-là de développeurs en binôme? Disons que ça nous arrive sur certaines tâches, mais on peut pas. En fait, 2 développeurs qui font une tâche, concrètement, c'est pas 2 développeurs qui font 2 tâches, en fait. Donc, c'est pas niveau gain de temps, entre guillemets. On perd, je sais pas comment dire. Les tâches avancent moins vite. Je sais pas si c'est clair. Oui, l'idée en fait du pair programming, c'est que normalement, on est censé quand même aller plus vite
à deux, parce que justement on évite des bugs que si un développeur de chacun de son côté ferait chacun une feature et on se rend compte à la fin que finalement il y a un bug qu'on n'avait pas vu ou autre. Mais bon, après peut-être que l'équipe développeur est trop restreinte pour... Bah ouais, on est 4 quoi. Mais après ça nous est arrivé quand même sur quelques tâches de se poser à deux et c'est plutôt de réfléchir à deux de comment faire les choses plutôt que de coder à deux. Mais c'est plus à ce niveau-là. Vous n'avez pas parlé de votre façon de tester. Qu'est-ce que vous avez en place pour faire du test automatique, par exemple, et vérifier que... Je sais pas, est-ce que vous avez des tests toutes les nuits, des choses comme ça? Perdre de vérifier que vous n'avez rien cassé. Disons qu'on a on a notre stack de tests unitaires serveur, donc on lance avant, en général après chaque merge ou après à la fin d'une nouvelle feature. Après, côté application, c'est pareil. Donc, on a des tests unitaires, enfin des tests graphiques, enfin des tests pas vraiment graphiques. Tests UX. UX, voilà, je ne retrouvais plus le terme, pour vérifier que la partie essentielle de l'application marche, mais on ne teste pas 100% de l'application. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait dans les tests UX, c'est on teste que tout l'onboarding, donc tout ce qui est sign up, sign in, etc., fonctionne parfaitement avant de pouvoir publier. Et en plus de ça, donc on a c'est un peu des checks serveurs, donc on a des checks serveurs qui sont récurrents. On a genre des calls qui s'exécutent genre une fois par heure pour vérifier que pareil, donc comme je te dis, nos fonctionnalités mères fonctionnent, mais c'est pas des tests UX dans ce cas-là, c'est juste vérifier que l'API fonctionne. Sur les tests UX, sur les applications, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trouvé de solution magique. En fait, on a trouvé que c'était un sujet compliqué, on a investi un petit peu de temps dessus. On aimerait bien avoir 100% de nos tests UX faits automatiquement parce que ça libérerait une personne pour faire autre chose, hein, c'est à peu près le temps qu'on passe. Mais aujourd'hui, on a à peu près 5% des fonctions qui sont couvertes par les tests UX. Et sur les tests unitaires, on en a beaucoup plus, puisque c'est unitaire, hein, donc c'est 99,9%. Enfin, je ne voudrais pas dire une bêtise. On a une grosse partie de l'application. Une très grosse partie de l'application. Et de ce point de vue-là, on sent à l'aise. Par contre, faire des tests d'interface transactionnelle sur une application de réseau social, on a un peu de la misère. C'est très coûteux pour nous de développer un test robuste qui résiste aux mises à jour de l'application, parce qu'en fait, ça casse régulièrement, et donc on passe plus de temps à fixer les tests qu'à développer les features. Voilà. Donc c'est un arbitrage qui fait que 5%, effectivement, c'est très peu. Sur la partie UX, hein, je parle. Je voulais revenir au début de votre exposé. Recensement des besoins d'utilisateurs, spécification fonctionnelle, spécification technique, test, production. Ça, c'était avant, ça n'existe plus. Et pourtant, quand vous avez un bug, quand ça plante, quand on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment il faut chercher. Et c'est peut-être une tâche 13 pour aller voir. Bon. Vous avez besoin d'un historique. Vous avez besoin de savoir quel est le bout de code qui a pu planter, puisque vu ce qu'on constate sur l'application, on sait que c'est à peu près ce bout de code-là qui ne fonctionne pas. Donc ça, à peu près là. Et puis ensuite, il faut aller plus loin. Il faut savoir quelle est la dernière mise à jour qui a été faite, et puis revenir, etc. Dans la liste du Père Noël, par exemple, vous avez des fonctionnalités qui sont détaillées de manière très très détaillée au champ près. Quelle est votre traçabilité ? En fait, aujourd'hui, nous, on a un gestionnaire de version de code, donc on est capable de retrouver quel est le bout de code justement qui a fait planter. Donc ça, pour nous, c'est pas une difficulté, surtout qu'on s'applique des règles en fait. Donc comme vous avez vu, il y a des numéros de tickets en général, et donc en fait, avant chaque commit, on met le numéro de ce ticket, ce qui permet de savoir quelle fonctionnalité a amené ce bug et par quel développeur, ce qui nous permet de retracer et de comprendre concrètement ce qui a mal tourné en fait. Et sur la partie aval, c'est-à-dire traçabilité d'un bug, remonter à quelle version, voir si on doit faire, heureusement ça nous arrive quasiment jamais, un rollback
parce que alors là, pour le coup, ça devient très périlleux, hein, les rollbacks. Je sais pas si on en a fait même un seul. Moi, c'est un peu on n'en a jamais fait. hantise. On n'a jamais fait de rollback. Pour avoir travaillé côté utilisateur, c'est le pire truc quand vous voyez rollback à la version XX parce qu'il y avait trop de bugs. On l'a jamais fait. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est une démonstration que ça marche, mais cette traçabilité me paraît plutôt à peu près couverte. Sur les specs, par contre, c'est pour le coup, c'est mal spécifié au sens des bouquins de gestion de projet. Enfin, c'est de l'anti-Muris, en fait. C'est-à-dire, en spécification, ça va être, par exemple, ce champ-là, ça va être, par exemple, un screenshot, en fait, en disant ce champ-là, maintenant, il doit faire ça, et les 3 règles de gestion associées, c'est ça. Les 3 nouvelles règles de gestion. Et puis après, cette spec, il va probablement manquer une règle de gestion à l'intérieur. D'accord ? Donc, en fait, on a des filets qui sont probablement efficaces aussi parce qu'on est une petite équipe et que tout le monde est très impliqué dans le produit et la qualité du produit, qui font qu'au moment du chiffrage, y a quelqu'un qui va nous tirer par la manche en disant « Attends, mais dans ce cas-là, tu n'es pas sûr qu'il ne faut pas rajouter ça ?» Donc, on n'a pas... Je ne sais pas si la question, c'était est-ce qu'il y a un outil qui permet d'avoir des tests logiques pour s'assurer qu'il n'y a jamais de trou dans la raquette. La réponse est non. Il y a des trous dans la raquette, et puis il y a des petites choses qui passent, et effectivement, les petites choses qu'on rattrape après. Et là encore, pour le coup, c'est un arbitrage de la méthode agile qui fait que ça fait partie des postulats de la méthode, en fait, c'est qu'il vaut mieux être rapidement sur le marché avec un produit qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est sur le marché et qui permet de donner du retour sur le marché, parce que peut-être que vous allez faire un produit parfait, mais dont les gens n'ont rien à faire, en fait. Donc ça fait partie des postulats. On accepte que d'un point de vue qualité, ça ne soit pas totalement parfait. Par contre, on n'a pas effectivement le drame du rollback où on commence à faire des choses, des changements de base de données, à pédaler en marche arrière, ça on ne l'a jamais fait. Je ne pense pas que ce soit un vrai risque qu'on ait en fait. Je ne sais pas. Enfin, quand ça arrive, on ne prévoit pas, donc aujourd'hui, je ne sais pas. Ah bon, sur les 6 ans, voilà, je vais le dire autrement, sur les 6 ans que la boîte existe, et on a dû faire une 50aine de versions, on n'a jamais eu à le faire en fait. Voilà. Il fait que je suis relativement serein là-dessus. Je suis moins serein sur plein d'autres sujets. Hein, mais... J'avance, donc je ne sais plus trop. Donc environnement, ça c'est les outils qu'on utilise, mais tout le monde utilise ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Enfin, Android Studio, RubyMine, SourceTree, Xcode. Bon, j'utilise pas RubyMine, je n'utilise pas SourceTree, je n'utilise pas Xcode. Mais bon, on les a mis quand même, par principe. Je crois que c'est le dernier sujet. Donc rapidement sur la code review. Donc la code review, donc je sais pas si vous en faites. Donc ici, si j'ai bien compris, vous travaillez sous forme de projet et vous êtes plusieurs sur les projets. Maintenant, je sais pas quand. Est-ce que vous prenez le temps de lire le code des autres ou est-ce que vous faites tout en peer programming et donc vous n'avez pas le temps. Enfin, vous n'avez pas à le faire. D'accord. Donc en fait, nous on fait ça tout le temps. Concrètement, l'idée en fait de la code review, c'est de vérifier que niveau code, le code est suffisamment bien et maintenable. C'est surtout la question de maintenabilité qui est importante, parce qu'en général, des projets de cours, enfin moi j'en ai fait plein, et en général, l'idée c'était que ça marche le jour de la soutenance, et ça marche le jour de la soutenance, et après on s'en fout. Après on l'enlève et on s'en fout. Alors que là, le code va être repris par d'autres utilisateurs, enfin par d'autres développeurs, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et l'idée c'est que ce bout de code soit cool en fait, histoire de pas dire oh là là, c'est lui qui a fait ça, ça m'embête quoi. Donc ça, c'est le premier intérêt de la code review, donc avoir du code maintenable, stable. Le deuxième intérêt, c'est que on teste la feature d'un point de vue de développeur, donc on va avoir des bugs que forcément un testeur ne verra pas. Enfin, on peut voir des cas, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais un cas où qu'on pense improbable, mais en fait, si on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, bim, on rentre dans ce cas-là, et du coup, ça crache. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir côté développeur, mais qu'un testeur ne pourra pas, parce qu'on pourra pas voir. Enfin, un testeur, il fera du mieux qu'il peut. Enfin, peut-être il va laisser passer une balle dans la raquette, et c'était pas prévu.
Une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on a testé la feature, que le code est OK, ce qu'on fait, donc c'est qu'on lance les tests unitaires, on vérifie que les tests passent toujours, donc on review aussi les tests unitaires pour vérifier que, on n'a pas juste effacé le test, sinon c'est nul quoi. Et après, on merge sur donc la branche qui contiendra la prochaine release, et donc la feature est prête à être release pour la prochaine version. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Et voilà, donc les pull requests, donc ça c'est des exemples de pull requests, donc on en a plein qui traînent en fait. C'est concrètement pour montrer en fait toutes les tâches qui sont toujours en cours. On essaie de faire de la code review tous les matins parce qu'en fait ça prend du temps aussi de faire de la code review. Un petit exemple, donc Bitbucket, c'est pas mal en fait. Donc j'ai pas de truc Jira. En fait sur l'un des tickets Jira, donc là j'ai pas d'exemple, mais sur les tickets Jira pour les tickets, en fait, il y a un lien vers la pull request, donc il nous permet de cliquer, de voir directement ce que c'est fait, de voir le code associé, de voir tous les commits. Si on a fait un commit qui était sur une autre branche, et tout ça, c'est basé par rapport au nom de commit. Donc si je mets le bon nom, il n'y a pas de souci. Et après, comme GitHub comme pas mal de gestionnaires de versions, ça permet, on peut mettre des commentaires, on peut commenter le code, on peut lire le code, et voilà. Alors, il y a quelques contraintes, puisque souvent, les méthodes agiles sont présentées un peu comme la panacée, et c'est la solution de tous vos problèmes. Déjà, ce n'est pas approprié pour tous les contextes. C'est des méthodes qui sont bien appropriées pour des petites équipes, jusqu'à 15-20 personnes maximum. Au-delà, ça devient difficile, parce que justement, vous avez trop d'interfaces et trop de flou. À un moment donné, vous ne savez plus qui est responsable de quoi. Donc c'est pour ça que je disais en préalable, c'est des méthodes qu'on retrouve de manière très schématique en fait, dans les grandes entreprises, les méthodes traditionnelles où on va spécifier, designer, développer, tester, etc. de manière très séquentielle. Mais en même temps, plus votre projet va impliquer un grand nombre de personnes, plus ça va être difficile de le piloter de manière agile. D'accord ? Donc c'est des méthodes qui sont très appliquées, très adaptées pour les petites structures. Maintenant, il y a quand même des contraintes. Donc la première, c'est trouver son rythme. J'en ai parlé un petit peu en tout début. On peut penser que plus on va vite, mieux c'est. C'est pas tout à fait vrai. Il faut que vous ayez un rythme qui correspond à ce que vous êtes capable, vous, d'absorber. Et il faut que ça fasse sens. Donc, est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est 4 semaines? Ça, il faut se roder sur quelques sprints. Appliquer la méthode de manière assez rigoureuse. Et c'est en ça que Jira est intéressant, puisque Jira vous permet d'outiller, ou encore une fois d'autres solutions du marché. Nous, on n'a pas d'action chez eux, en fait. Mais cette méthode, en fait, en Kanban, cette méthode de backlog, vous avez pas, sinon vous allez le développer vous allez vous organiser avec un document Drive, Google Drive, et puis en fait très vite vous allez retrouver avec des choses un peu compliquées à maintenir et à partager en fait. Donc le fait d'outiller permet d'être rigoureux dans l'application de la méthode et va vous permettre de trouver votre rythme. Et un bon rythme, c'est est-ce que effectivement d'un sprint sur l'autre, je suis capable déjà de réaliser quelque chose, parce que si j'ai pas de release au bout de 2 sprints, quelque part c'est-à-dire que je ne suis pas dans mon rythme, en fait. Je suis en train de faire des tâches, mais pas de lâcher des choses visibles de mes clients. Ça, c'est quand même un objectif fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue. Et est-ce que j'ai bien un profil de tâches qui est à la fin du sprint, avec un beau profil de cette forme-là? Si c'est trop aplati, peut-être qu'il faut rallonger un peu la durée de votre sprint. Deuxième contrainte, c'est qu'il faut trouver ses procédures. Parce que certes, il y a les livres, donc encore une fois, il y a une abondante littérature sur le pilotage de projets agiles. Maintenant, il faut se l'approprier et puis trouver ce qui est important dans votre structure pour que ça fonctionne, en fait, pour que chacun adhère à cette méthode. Et puis, finalement, agile, des fois, c'est un peu associé à je fais ce que je veux, c'est cool, etc. En fait, pas du tout. Hein. Les gens qui font de l'agile efficaces sont des gens qui sont extrêmement rigoureux dans leur process. Alors rigoureux, ça ne veut pas dire qu'on va tout spécifier dans le détail. Et rigoureux par rapport à la méthode agile elle-même. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un truc un peu méta, en fait. Sinon, vous êtes sûr que vous n'allez rien livrer, ça sera de la mauvaise qualité, etc. Donc tout le monde va travailler, tout le monde va s'agiter, mais ça ne va pas produire grand-chose qui ait de la valeur, en fait. Concrètement, nous, ça nous a permis donc en faisant une mise à jour par sprint, c'est un slide qui est un petit peu ancien puisqu'il date de mai,
En fait, on a fait 2 pivots et 10 publications en fait, sur le produit en 6 mois. Alors, le produit était en phase de démarrage. Aujourd'hui, on a plutôt sur une publication tous les... Non, mais on a toujours essayé sur une publication par sprint en fait. Et bah, ça vous donne une agilité mais juste phénoménale en fait, parce que vous lâchez votre release, il y a un blogueur qui vous dit mais c'est la dope ton truc, au contraire c'est magique. Et bah, vous changez de cap en fait en 3 semaines, vous changez de cap et vous sortez la V2 de cette release, vous jetez le code, vous passez à autre chose et vous avez vraiment la possibilité de piloter. Vous êtes plus sur un hors-bord que dans un paquebot sur lequel les specs que vous avez péniblement lâchés à votre presta en fait il y a 3 mois, il va vous livrer dans 1 mois. Vous n'avez aucune agilité là-dessus parce qu'en fait, en plus, vous êtes empêtré dans des négociations contractuelles. Que ce soit avec un prestat ou en interne, c'est pareil. C'est écrit, c'est dans les specs. Tu ne peux pas changer. Bah ouais, mais là, moi, je peux me planter toutes les 3 semaines et puis on remet les compteurs à 0 et on discute et on peut agir. Donc 10 mises à jour en 6 mois, c'est vraiment sur un produit qui est publié sur 2 plateformes, etc. Enfin, nous, on considère qu'on a un peu au taquet de ce qu'on peut faire, mais par contre, d'un point de vue business, ça nous aide beaucoup en fait. C'est de la pub, ça, non? J'ai accéléré. T'as passé 2 slides d'un coup, je crois. Spoilé. Donc ça, en fait, valide, c'est ton slide. Ah, c'est moi? Bah voilà. C'est bon. Si vous avez des... En fait, Walid, pour la petite histoire, remplace en fait au pied levé un développeur qui s'est brisé la rotule en fait ce week-end. Donc en fait, c'est pas vraiment ces slides. Donc un grand merci à toi d'avoir assumé la présentation. Et donc là, à ce moment-là, Cyril demandait si vous aviez des questions, mais je crois qu'il y en a eu pas mal pendant le... Il y en a encore d'autres. Oui, justement, vous parliez des procédures. Savoir si vous avez un process quand vous intégrez, par exemple, un nouveau développeur pour éviter de déstabiliser les équipes et garder un rythme. Comment vous procédez Est-ce que vous passez par 2 développeurs en même temps que vous intégrez dans l'équipe ou qu'un seul et du coup, est-ce qu'il y a un développeur qui le prend en charge pour lui expliquer un peu tout ce qui se passe En fait, c'est ça. Ouais, c'est au début. Alors, pour le développeur, en général, les premières semaines où il arrive, déjà, on ne le compte pas dans le sprint, donc c'est du bonus. Donc, tout ce qu'il fait, c'est bonus et on ne le compte pas. Et en fait, on lui donne des tâches qui sont, j'ai envie de dire, pas très importantes ou moins importantes, qui lui permettent de se familiariser d'une avec le code, de 2 avec la manière de travailler dans l'équipe et en plus de ça, on reste ouvert en fait. On n'est pas. Moi, je sais que je suis un peu réputé dans la boîte pour courir partout et répondre aux questions de tout le monde. En général, c'est moi qui m'occupe de l'intégration des nouveaux, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que tu es très doué en formation en fait. Et ça me permet de faire l'enchaînement et la pub sur la partie d'après, parce qu'effectivement, en fait, on accueille régulièrement des stagiaires. Et en fait, les stagiaires ne sont pas là pour faire le café. En fait, ils ont un sprint pour voir comment ça marche et puis s'intégrer. Et puis Walid passe beaucoup de temps avec eux. Et en fait, en 2e sprint, ils prennent leurs tâches et on ne leur donne pas de nombre de points, donc ils ne sont pas contraints, c'est que du bonus en fait. Ils prennent leurs tâches, ils les crunchent comme un vrai développeur. Et puis en 3e sprint, on peut évaluer. Donc là, récemment, on a eu 4 stagiaires. Et en fait, on a évalué. Il y en avait un qui était à 19 points par sprint et l'autre qui était à 30 points par sprint. Et en fait, chacun s'éclate en fonction de ce qu'il a même de cruncher. Et c'est très satisfaisant parce que ça permet en fait, en tout cas, moi, c'est le retour qu'on a à chaque fois. Parce qu'en en fait, ils développent des features qui sont utilisées ensuite par des centaines de milliers d'enfants la semaine d'après. Et donc, avec un retour, c'est bien, c'est pas bien, qui est très très rapide. Donc l'intégration, c'est comme ça, c'est combien tu vaux de points, combien tu pèses, combien tu peux produire, combien tu peux cruncher. Et c'est itératif et ça se prouve et il faut le gagner en fait. Moi, je voulais revenir sur les points, en fait, tout simplement. Vous avez dit que vous étiez 4 et que vous décidiez les points entre devs. C'est bien ça? Les points le prix du ticket. Pour le prix du ticket, exactement. En fait, pourquoi que entre devs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne externe au développement qui participe? Et surtout, après, est-ce que vous avez un Scrum Master justement pour gérer les points en cas de conflit? Alors, on n'a pas de Scrum Master pour gérer les points en cas de conflit. On parle beaucoup entre nous. Maintenant, en fait, les tâches en général, elles sont très très bien spécifiées, donc on n'a pas besoin elles sont bien spécifiées. On n'a pas besoin d'une personne du marketing ou autre avec nous pour nous aiguiller. En général, ce qu'on discute en fait pendant ces tâches, on discute beaucoup la faisabilité de la tâche et comment on va la faire surtout. Et c'est ça qui nous permet
de savoir le prix de la tâche. Je pense pas qu'on ait besoin en fait d'une personne du marketing pour nous aider pour nous aider à chiffrer. Par contre, quand il y a des spécifications qui manquent ou des choses qui manquent, là, dans ce cas-là, on n'hésite pas à aller les chercher et à dire bah là, il manque des trucs. Et ça fait partie des ajustements qu'on a dans l'entreprise. C'est qu'effectivement, normalement, il y a des rôles, des process owners, et il y a un rôle de Scrum Master en particulier. C'est pour ça que moi, je vous invite, encore une fois, c'est juste un témoignage d'adoption dans une entreprise et d'appropriation de la méthode, de lire à côté de ça la Bible en fait, de cette méthode. Puis après, dans l'implémentation, on s'adapte et puis on s'éloigne plus ou moins. Et donc, effectivement, il n'y a pas de Scrum Master. Moi, des fois, je challenge en fait, les points. Quand je dis 21 points pour cette tâche, vous vous foutez de ma gueule, ça arrive. Mais en général, comme ils ont bien discuté ensemble avant, et ben, en fait, ça se résume à une explication de texte. Et effectivement, donc, dans ces cas-là, on peut décider de revoir complètement la tâche, parce que nous, on pouvait très bien pas se rendre compte qu'en fait, c'était super compliqué, ça paraissait simple à spécifier, etc. Donc, c'est plutôt de l'ajustement itératif. Et donc, on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un Scrum Master, effectivement. Parce que, en fait, j'ai peut-être mal tourné ma question. Parce que justement, tu m'as dit que vous n'avez pas besoin d'une personne du marketing pour vous aider à déterminer si la tâche était faisable. En fait, ce n'était pas dans cette optique-là, c'était dans l'optique que souvent le marketing surdimensionne ou va sous-estimer la difficulté d'une tâche. Et le fait qu'ils participent à ces discussions, ça peut leur permettre d'avoir un regard beaucoup plus réaliste sur les tâches en fait, qu'ils donnent. Je vois ce que tu veux dire. Attends, je réfléchis. Alors, pendant que tu réfléchis, on a oublié de parler d'un truc important qui fait partie dont les gens se moquent souvent en fait dans la méthodologie Scrum, c'est le morning Scrum. Vous avez entendu certainement parler de ça, c'est les stand-up meetings. Donc c'est une petite réunion le matin et ça, je pense que ça répondra en partie à ta question. C'est des réunions tous les matins en fait pendant les 3 semaines du sprint, enfin tous les jours ouvrables en fait. On se fait un petit point le matin. D'équipe, debout, comme ça va vite, personne n'a envie de passer du temps. On a même ressenti le besoin de mettre un timer, c'est-à-dire que si on dépasse 1 minute, mais il y a un truc qui sonne, d'accord ? Donc il faut que ça soit dynamique. Et pendant cette minute de parole qu'on a chacun, on décrit ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a prévu de faire dans la journée et les difficultés éventuelles qu'on peut avoir et sur lesquelles on aimerait travailler avec quelqu'un pendant la journée. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, rien que ce petit moment, et ça dure 10 minutes en fait, tous les matins, ça nous permet de nous aligner. En fait, je me rends compte, en benchmarkant par rapport à d'autres entreprises et d'autres clients, on a un niveau d'alignement, et encore une fois, c'est valable parce qu'on est une petite équipe, blablabla, etc. Mais on a un niveau d'alignement sur la connaissance d'avancement, non seulement des features, mais de la liste au Père Noël, parce que nous, à chaque fois qu'on fantasme avec le marketing sur une nouvelle feature, on ne va pas s'empêcher d'en parler un petit peu en Morning Scrum aussi, en disant on a spécifié ça, ça va être cool, vous allez voir, etc. Ce qui fait que, en fait, quand on arrive en réunion début de sprint, on sait déjà à peu près ce qu'on va faire. Et donc, en termes pour moi, c'est fondamental. En fait, ça fait partie des grands bénéfices aussi de la méthode, c'est qu'on a une véritable appropriation par l'équipe de la problématique produit, et non seulement produit, mais aussi marché. C'est-à-dire, Walid pourrait vous parler de nos principaux clients en fait, et de leurs problématiques et de ce qu'ils attendent et des enjeux qu'on peut avoir avec nos clients B2B. Et oui, juste par rapport à ce que tu disais, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, on n'en a pas parlé, mais en gros, à la fin de chaque sprint, en général, on fait un tour de table pour dire ce qui a été dans ce sprint, ce qui n'a pas été, les points améliorés, les points à pas améliorer. Enfin, bien, quoi. Et justement, il y a quelqu'un qui a émis cette idée on a besoin potentiellement de quelqu'un on a besoin d'une personne du marketing pour la réunion de chiffrage. Et bon, en fait, donc là, c'est mon avis personnel là-dessus. Bon, moi, je suis moyennement d'accord. En fait, l'idée, c'est que la liste au Père Noël, faut pas trop qu'il sache. J'ai pas envie qu'il sache comment on code. En fait, j'ai pas envie de dire à un enfant, j'ai pas d'argent, du coup, voilà ta liste et choisis. J'ai envie de lui dire, tu prends, dis-moi ce que tu veux et je me débrouillerai. C'est ça l'idée en fait. Faut pas que. C'est intéressant que les gens du marketing montent en compétences pour comprendre en fait comment on code, etc. Mais d'un côté, j'ai peur que ils voient leurs exigences à la baisse et du coup, en fait, les features soient moins intéressantes à faire, moins intéressantes pour les utilisateurs et ce genre de choses. Et ouais, voilà. Ça tombe bien parce que ma question elle était un peu dans ce sens-là.
est-ce que vous demandez au marketing ou est-ce que vous pourriez leur demander de chiffrer, eux, juste comme ça au pif, sachant que de toute façon, c'est juste pour voir si, tiens, ils se rendent compte de ce que c'est comme... et puis vous sortez la carte du marketing, histoire de rigoler, ça, je pense que ça vous ferait marrer. Mais de temps en temps, vous pourriez leur dire, ah, là, vous avez mis un 13 alors que c'était 1, ou... non, ça, vous n'allez pas le dire, mais bon, là, vous avez mis un 1 alors que c'était 13. Bon, là, qu'ils soient conscients, quoi. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec cette idée. J'aime bien cette idée. Je pense que ça pourrait être intéressant au moins de voir leur vision à eux pour la tâche, en fait. C'était une des propositions de la réunion du dernier sprint vendredi, en fait, le dernier. Et donc, et les avis étaient partagés au niveau de l'équipe de dev, en fait. Hein. C'était marrant. Mais ça s'ajuste, c'est ça qui est intéressant. Ça fait maintenant 6 ans, donc ça fait un paquet de sprints, en fait. On les remet à zéro, en fait, en début d'année à chaque fois. Et le process en lui-même, c'est vraiment ajusté et a changé beaucoup au cours du temps. Et il s'affine au fur et à mesure, il s'affine, ou il évolue en tout cas, hein, en fonction des entrées et des départs dans l'entreprise. Je sais pas si... J'ai une question à propos de la validité, par exemple, de la méthode string sur plusieurs semaines. Imaginons que, par exemple, on développe des features avec la méthode string, on finit, et qu'on se rend compte que... on se rend compte que en fait, les features au niveau des data sont très mauvaises. Et, je me demandais en fait quand, à un moment, il faut lâcher la méthode agile et peut-être retravailler complètement l'application et rebuild quelque chose de totalement nouveau. Par rapport à cette méthode, et il y a un moment où les datas sont pas bonnes et on se demandait en fait quand faut arrêter, quoi. Donc ça en fait c'est plus une question de la méthode Lean Startup que la méthode Sprint, parce que le Sprint lui il regarde, le Sprint c'est une vision très court-termiste en fait. Si on regarde à 3 semaines, puis on prend ce qu'il y a derrière, on met devant et on court, etc. Lean Startup là pour le coup c'est effectivement je mesure. J'ai une hypothèse, donc ça fonctionne sur des hypothèses business. On va se donner les moyens de tester ces hypothèses business, donc il faut développer un minimum. Donc il y a la notion de MVP, Minimum Viable Product, qu'on va amener sur le marché, puis on va mesurer, et puis itérer. Et à un moment donné, on aura testé, je dirais, les principales hypothèses, et on aura juste démontré que, en tout cas pour nous, ça ne marche pas. C'est-à-dire on n'a pas réussi à trouver de solution. Et dans ces cas-là, il faut pivoter. Ou bien alors, il faut rendre l'argent aux investisseurs. Ou bien alors, il faut faire un dépôt de bilan. Ça dépend un petit peu de là où vous êtes en fait, dans la roadmap. Donc là, typiquement, sur le produit dont on parlait, on a fait deux pivots en fait, sur les 6 premiers mois. Donc effectivement, on a testé des trucs dont le macro dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels on s'était même vautré, mais dans les grandes largeurs. Et là, effectivement, à un moment donné, je ne sais plus quel sprint c'était, mais c'était une réunion un petit peu délicate où on a dit, écoutez, voilà, dans le backlog, on a slashé 40 tâches. Et puis... tout ce périmètre fonctionnel que vous avez développé comme des malades pendant l'été, on va le mettre à la poubelle parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc ça fait un peu mal au cœur. On a développé des choses, on a spécifié des choses, etc. On y croyait, mais c'est juste indispensable parce que sinon on continue d'aller dans le mur en fait. Mais c'est pas Scrum qui fait ça. En tout cas, pour nous, c'est pas au niveau de Scrum. C'est pilotage plus macro, enfin pilotage business en fait. Je voudrais revenir sur la liste du Père Noël. C'est très bien comme idée. Ça vient des enfants, ça vient du service marketing, ça vient des enfants au travers du filtre du service marketing, c'est-à-dire c'est une bonne idée, mais on la change un peu et tiens, on pourra faire ci et puis on pourra faire ça. Ça peut être enregistré, minoré par le service marketing. Qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Quelle est la liste finale du Père Noël? Quand est-ce qu'on inscrit sur la liste un développement futur? C'est comme tu veux. En fait, nous, concrètement, c'est juste suite au chiffrage et à l'arbitrage. Donc le chiffrage, c'est on dit combien ça coûte. Le chiffrage, c'est on regarde l'argent qu'on a et on se paye que ce qu'on peut. Donc c'est suite à l'arbitrage en général. C'est le mardi après-midi, donc la liste de Père Noël devient une liste réelle et donc là on commence à attaquer le développement. Donc comment sont sourcées, comment est alimentée cette liste? Donc c'est la traduction très libre, pas du tout officielle de backlog en fait, liste au Père Noël. Eh bien en fait au début, comme vous avez une vision, c'est une projection de votre imagination du marché. Vous imaginez que le marché meurt d'envie
d'avoir un réseau social sécurisé pour les enfants. Donc c'est une projection de l'esprit. Vous n'en avez pas vraiment d'idée certaine. Donc au début, c'est vous qui allez alimenter. Vous allez imaginer un produit. D'accord ? Donc ça vient de 2-3 personnes qui sont à l'origine du truc. Ce produit, avant d'avoir la première version, et là pour le coup, la toute première version, ça ne prend pas un sprint, parce qu'il y a un peu de setup quand même, donc ça va prendre quelques mois pour le coup. Il faut trouver des solutions techniques. Là pour le coup, tant que vous n'avez pas le produit, vous itérez un petit peu, je dirais, vous avez des slides, vous avez des slideware. D'accord ? Et donc là, vous allez essayer, dans notre cas de figure, mais c'est transposable à n'importe quel domaine d'activité, en attendant d'avoir votre vrai produit, vous allez faire le tour des pop-up, vous allez faire des salons, vous allez exposer vous allez essayer de rencontrer des enfants, vous allez exposer vos slides, et puis essayer de voir, je dis bien, dans l'œil de votre interlocuteur. C'est compliqué pour lui de se prononcer sur un truc qui n'existe pas. Vous allez faire des maquettes, vous allez faire du fake, vous allez essayer de voir si ça accroche. Le problème avec cette méthode, c'est qu'il y a un biais monstrueux, parce que vous avez tellement envie. En général, quand vous avez imaginé un produit, vous êtes persuadé que c'est la solution, je dirais, à toutes les maladies. En fait. Enfin, je dirais que c'est un truc vraiment tout le monde en veut. Donc, la personne à qui vous présentez ça, en général, vous avez tendance à l'influencer dans ses réponses. Donc, vous avez des auto-validations qui sont fausses. D'accord ? Et typiquement, le truc là, qui était vraiment une énorme ânerie, tous les enfants nous l'ont validé, tous les parents nous l'ont validé, etc. Tous les marketeurs à qui on en parlait l'ont validé. Donc, la vraie validation, elle va venir quand vous allez avoir un produit, et là vous allez avoir la sanction du marché, avec des enfants et des parents qui ont chargé l'app sur le store, et vous n'êtes pas derrière leur épaule à leur dire c'est bien, mon truc, c'est bien, c'est bien. Là, ils vous disent attends, 1 étoile, c'est pourri. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, quand vous avez un vrai produit, les reviews, je vous invite à lire les reviews, c'est un peu comme sur YouTube. Les gens se lâchent quand ils vous parlent. C'est cru. Et à partir de là, il se passe une chose intéressante, c'est que si vous écoutez vraiment votre marché, et justement, tous ces gens qui vous insultent, etc., en fait, c'est des gens qui vous disent des choses. D'accord ? Et là, quasi instantanément, du jour où vous êtes live, vous avez des vrais utilisateurs non influencés qui vous disent ce qui ne va pas dans votre produit. Et en général, c'est très juste ce qu'ils vous disent. Donc, rapidement, il y a une inversion, et puis la roadmap, elle vient de vos utilisateurs. D'accord ? Et donc, notre roadmap aujourd'hui, moi, j'ai une vision, j'en discute avec mes associés, j'en discute avec l'équipe de là où on veut aller, etc. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a un produit qui a déjà une dizaine d'itérations dans les pattes, la roadmap, elle est faite par les utilisateurs. Elle est faite aussi on est une des rares entreprises, je vais revenir tout à l'heure aux stagiaires, parce qu'on embauche des stagiaires, on est des rares entreprises qui accueillons de temps assez souvent, enfin, vu la taille, c'est rare, on a un ratio, des stagiaires de 3e. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 15 ans, 14-15 ans, et ils sont mieux à même de comprendre ce que veut un enfant de nous, la cible, c'est 9-10 ans, qu'un jeune marketeur de 20 ans, ou 22 ans, 25 ans. D'accord ? Et donc, notre roadmap, typiquement, on l'a sur ce sprint-là. Comme on a eu une jeune stagiaire qui est venue il y a 2 semaines chez nous, elle nous a ouvert les yeux, elle nous a dit mais attendez, vous êtes à côté de la plaque, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas fait des études de marketing, je suis en 3e, elle était en seconde en l'occurrence. Je suis en seconde, mais c'est bizarre, vous ne fassiez pas ça. Snapchat, ils font ça. Alors là, pour le coup, la personne du marketing a fait son travail chez nous, elle a fait parler cette jeune fille, elle a creusé, elle a dit pourquoi, explique-moi comment, etc. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un levier que les gens, et après on a testé avec 2-3 enfants de plus jeune âge en fait, pour valider cette hypothèse, mais donc on a validé que, et c'était, jamais on n'aurait trouvé ce truc-là, franchement, jamais. Donc vous commencez, vous projetez sur le monde, votre vision du monde et d'une solution produit, parce que les études de marché, elles disent grosso modo n'importe quoi, en partant de la concurrence. Enfin, il y a plein de choses qui vous alimentent quand même, hein. C'est pas juste auto-généré. Mais très rapidement, dès que vous avez du retour client, c'est ce retour qui va vous driver. Et les partenaires aussi avec lesquels on peut signer des deals. En fait, là, on travaille avec plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. Et vous voyez, un réseau social qui est, pour les enfants qui est validé par l'UNICEF, il est évident que quand l'UNICEF lui dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans l'app », on va dire « Bah oui, effectivement, c'est une bonne idée ». C'est ce que je veux dire. C'est le produit suit un petit peu ce qui va plaire aux partenaires et ce qui va plaire aux utilisateurs. Et donc, c'est un peu plus facile quand tu as beaucoup de gens qui utilisent le produit, parce qu'il suffit de respecter son client, de l'écouter simplement et de lui donner ce dont il a envie. Alors, je vais dire exactement le contraire de ce que j'ai dit là. Maintenant,
il y a un livre qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, sur cette gestion des nouvelles fonctionnalités dans un produit. Comment on choisit quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre dans la liste au Père Noël. Puis après, on va les développer du mieux qu'on peut. Ça s'appelle The Innovator's Dilemma. Et c'est un livre de M. Christensen, si je ne m'abuse, qui n'est pas tout jeune, en fait, hein, le livre, il doit avoir une dizaine d'années. Et il explique qu'en faisant ça, donc nous, notre produit est encore relativement jeune, puisqu'il a 1 an, mais à un moment donné, vous glissez vers l'obsolescence à force d'écouter vos clients. Parce qu'il y a un moment donné, ils vont vous dire des âneries. Il y a un moment donné, il faut revenir à de la vision. Et c'est une des raisons pour lesquelles pas mal d'analystes disent que Facebook aujourd'hui est en train de se ringardiser. Facebook a risqué d'être complètement ringardisé par Snapchat, par exemple. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils copient Snapchat sur toutes ses fonctionnalités, sur leurs différents produits. Instagram est en train de tirer sur Snapchat, Facebook aussi, et puis Facebook Messenger, WhatsApp, enfin toute leur armada copie et absorbe l'intelligence fonctionnelle de Snapchat. D'accord ? Donc, vous commencez de manière très schématique par une vision marché, une intuition marché, qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, mais ça, il faut aller le tester vite. Et puis après, si elle est bonne, ou si vous êtes à côté de la cible, vous écoutez vos clients, et puis il n'y a pas de règle absolue. Il y a un moment donné où vos clients vont commencer à vous dire des choses entre guillemets, de vieux, c'est-à-dire des choses un peu obsolètes. Ils seront trop mainstream, en fait. Et vous risquez de rater la prochaine révolution. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, Innovator's Dilemma, s'il n'y a que 3 livres à retenir, il y en a un sur n'importe lequel, sur le Agile, le Scrum et tout ça. Il y a beaucoup de bons livres. Sur le pilotage de start-up, Lean Startup, c'est vraiment un excellent bouquin. Partie 1 et 2. La partie 3, il faut la déchirer et la mettre au feu, parce que c'est la généralisation et je suis totalement contre ce qui est écrit. Et puis, The Innovator's Dilemma, ça, c'est quand vous avez monté une start-up et qu'elle a déjà 10-15 ans d'âge et que vous avez plein de millions et que vous êtes en train de vous ringardiser. Nous, on n'est pas encore à cette étape de vie du produit. J'avais juste une question par rapport à ces sprints, justement. En fait, vous faites des sprints tous les 3 semaines, vous avez dit. Mais en fait, je comprends pas comment raisonnablement on peut avoir un bug qui apparaît toutes les 3 semaines et le corriger justement pendant ces 3 semaines-là. Parce qu'au final, des gros bugs, enfin, je parle aussi à toi, comment on peut avoir un bug qui arrive au bout de 2 semaines et en fait le corriger là, mais c'est un gros bug, donc du coup ça réinitialise tout le sprint. Et au final, après, d'après ce que j'ai compris, en fait, vous n'avez jamais vraiment une version complète enfin, ou alors je me trompe peut-être, mais une version qui marche vraiment. Alors pour moi, il y a 2 choses. Il y a les bugs qu'on attrape pendant le sprint. C'est-à-dire pendant le sprint, on a des builds en fait, intermédiaires qui sont livrés à la personne qui fait les tests. Et là, on attrape des bugs. Et donc, la règle à laquelle on essaye de ne pas déroger, c'est qu'un bug qui est trouvé pendant le sprint, il est réglé pendant le sprint. D'accord ? Et puis, on essaye de ne pas y déroger, parce que des fois, si on n'y dérogeait pas, le truc se révèle être beaucoup plus compliqué que prévu. Et donc, il y a des bugs avec lesquels on peut très bien vivre avec pendant un petit peu de temps. Donc, ceux-là, on les assume. On a dit, OK, mais c'est pas très confortable et c'est pas très sain de faire ça, en fait. Mais c'est une question de pragmatisme. Et normalement, tu détectes un bug pendant le sprint, tu le traites quand tu l'as attrapé. C'est un peu la philosophie théorique. C'est à peu près ça qu'on fait. Ouais, oui, mais en fait, au final, on n'a pas. Enfin, on a déjà eu des gros bugs où on devait republier une application le lendemain, etc. Parce qu'on des choses qu'on n'avait pas prévues, une montée en version qu'on n'avait pas prévue, parce qu'on passe d'une version 2 à une version 3. Et en fait, la version 3, il y a des choses. Enfin, il y avait dans la version 2 des choses qui n'étaient pas compatibles avec la version 3, puis il y a des problèmes système Android. Enfin bref, je vais éviter les détails. Mais en fait, on a déjà. Enfin, on gère assez bien au final ce genre de bug. C'est arrivé par le passé. C'est arrivé, tu fais une publication. C'est pour ça qu'on est fan de la fait de le publier d'abord sur X% de la base avant de généraliser à tout le monde en fait. Et quand tu es obligé de republier en catastrophe parce qu'il y a un bug qui malheureusement est passé au test unitaire et qui a passé les contrôles, c'est très désorganisant en fait. Enfin, c'est pas français comme mot, mais ça te désorganise beaucoup parce que ça va mobiliser toutes les ressources en urgence, donc ça va perturber un peu le sprint, ça va faire des points en moins. Et tu vas lâcher très très vite une nouvelle version, donc tu vas être tenté de ne pas tout retester. Et donc la probabilité, à chaque fois qu'on a republié en urgence une version, on a un pourcentage de fois où on a été obligé de republier derrière en urgence parce qu'il fallait patcher le patch.
qui était catastrophique. Donc toi, ça génère beaucoup. Donc on évite de l'avoir. Et grosso modo, l'an dernier, on l'a eu qu'une fois, hein, je crois. On l'a eu une fois. Mais ça arrive. Je sais pas si ça répond à la question du tout. Pas à tous les sprints, hein. Pas à tous les sprints, mais ah bah oui. Alors la méthode. Alors par contre, la méthode agile, c'est du sprint. C'est du sprint, mais tout le temps du sprint. Toutes les 3 semaines. Et après, je veux dire, les équipes, enfin sprint, je trouve le terme un petit peu menteur, parce qu'on a l'impression que tout le monde court à perdre haleine tout le temps. C'est un peu menteur, ça, je trouve. Parce qu'en fait, c'est plus pour moi, une course de fond, hein, qu'un sprint. Mais c'est le terme déposé, en fait. Hein. Donc là, pour le coup, si on parlait de marathon, les gens ne comprendraient pas que c'est agile, qu'en fait. Donc ils ont choisi sprint, en fait. Mais un sprint, c'est qu'est-ce que je suis capable normalement, comme moi notre process est bien réglé, on sait qu'on a X points sur notre sprint, bah, normalement, comme on est bien réglé, comme on s'est bien chiffré, on est bien étalonné entre nous, entre les specs, etc. Normalement, notre sprint, on est capable de courir 120 points. Tu vois, c'est ça. Donc effectivement, le mot sprint est un peu trompeur. Ah ouais, mais attends, non. Ça, à chaque fois qu'on l'a fait, on l'a fait de manière subie, ça pour le coup. Et là, moi, pour le coup, même quand on sait qu'on s'est trompé, moi j'attends la fin du sprint, en fait. Et on remonte des trucs, et à la fin du sprint, on donne des indications, c'est-à-dire de telle sorte à déprioriser des tâches. Quand on sait qu'on va abandonner quelque chose, on n'est pas couillon quand même. Les tâches, on les sort du sprint. Mais dans ces cas-là, on a toujours, comment dire, c'est important pour moi de ne pas surperturber le sprint. C'est très facile à perturber un sprint, en fait. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ce cadre fonctionne. Et donc, c'est très rare qu'on change le rythme de sprint. On a fait des rythmes par exception à 4 semaines quand il y avait des congés, des ponts, des trucs comme ça. Mais c'est important parce que c'est ça, c'est la répétition qui va faire que tu vas être bien reproductible, en fait, bien répétable. Et donc, on sait qu'on va arrêter quelque chose, donc on sort les tâches du sprint. Il y en a peut-être un peu moins. On va peut-être ensemble décider de rajouter des bugs à corriger, des trucs comme ça, des petites choses. Et par contre, s'il faut relancer un nouveau truc, on va attendre. En général, l'avantage, c'est que c'est des échéances toujours courtes, en fait. Hein. Donc, on peut toujours attendre. Moi, j'ai pas de problème à attendre 2 semaines. Enfin, maximum, c'est 3 semaines. Dans ces cas-là, on est en début de sprint. Dans ces cas-là, on se repose. J'ai pas de sujet d'agilité, si c'est ça la question, par rapport à la durée du sprint en tant que tel. Mais du coup, je ne sais pas si vous connaissez Mantis. Mantis, c'est un utilisateur. Gestionnaire de bugs, en fait. Voilà, gestionnaire de bugs. Est-ce que vous avez. Je suppose qu'il y a l'équivalent sur Jira, mais comment vous y prenez pour Mantis fait partie. Les bugs et les inclure dans Sprint. Quand tu cherches alternative to Jira, je pense que tu trouves Mantis dans la liste, en fait. C'est dans la même sphère, en fait, des trucs qui te permettent de gérer les tickets, etc. Donc, ça fait la gestion de tickets Jira, en fait. En fait, ce qu'on fait, c'est soit on l'ajoute. En fait, une nouvelle fois, comme il disait tout à l'heure, il y a des bugs qui sont urgents et qu'il faut absolument régler. Donc, dans ce cas-là, on les prend et on les ajoute. Dans le sprint, on avait une ligne qui s'appelait Emergency. Dans ce cas-là, on le prend, on l'ajoute dans cette ligne-là et on l'ajoute à la main, quoi. C'est bien ça la question. Et puis, il y a de la place. On réserve de la place pour l'imprévu. Donc, il y a un impôt de 20%. On prévoit toujours 20% de souplesse qui permet d'absorber des tâches non prévues. Et en général, moi j'aimerais bien que ce soit des nouvelles features. En général, c'est des bugs. Ouais. Ceux qui décident du sprint auront toujours une tendance à mettre en avant les nouvelles tâches plutôt que de corriger les bugs. Alors si vous dites qu'il y a 20% du temps qui est prévu pour corriger des bugs, ça me va. Enfin, après, les mecs qui font le sprint, si tu leur dis il y a un gros crash, plus personne ne peut se connecter, je pense qu'il va comprendre que c'est urgent. Mais... Et par contre, on s'interdit de rajouter de nouvelles features. Ça, c'est une règle d'airain. Voilà, on ne rajoute pas de nouvelles features, sauf quand il y a 2 cas. Le premier cas, c'est on sait qu'on va arrêter ça parce qu'effectivement, la data nous dit que c'est mauvais. Donc là, on prend toutes les tâches qui sont encore dans le prix, puis on dit désolé les mecs, on arrête tout, on s'est planté. Donc là, on récupère des points. Mais dans ces cas-là, moi, plutôt que de remettre des nouvelles features, et je ne pense pas que tu diras le contraire, Walid, on ressort plutôt des bugs, on clean, on en profite pour cleaner la base. Et par contre, deuxième cas, c'est des fois on a des sprints où on était un petit peu pessimiste sur un chiffrage. C'est arrivé aussi à quelques reprises. Et du coup, à la fin du sprint, on se rend compte qu'il reste un petit peu de marge. Et là encore, mais c'est une autre entreprise réagirait peut-être différemment.
Moi, je préfère dans ces cas-là qu'on en profite pour cleaner, pour faire les petites choses qu'on ne ferait jamais sinon, qu'on va aller chercher dans le backlog, les petites améliorations, etc. Et on attend le nouveau sprint pour ce... Le business peut toujours attendre une semaine et demie. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, une fois qu'on a lancé un nouveau chantier sur un nouveau champ fonctionnel, là, il faut que ça aille vite. Et toi, c'est plus un projet, et c'est une question de rythme, en fait, de dire, voilà, là maintenant, ce sprint-ci, là, c'est Snapchatisation, on va faire des fonctions super cool, et ça commence maintenant. Et ça fait déjà 2 semaines que c'est spécifié. On n'en a pas parlé, on n'en a parlé que ce matin. Moi, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris sur les sprints, c'est-à-dire, il se passe du temps entre les sprints ou pas? Un week-end. D'accord. Okay. Réunion de fin de sprint aucun temps le vendredi, entre les sprints, quoi. Réunion En fait, de fin de sprint le vendredi soir. Donc débrief du sprint, comment s'est passé les gars, quel est le profil, qu'est-ce qu'on a crunché, le code freeze a-t-il bien fonctionné, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change sur le sprint? Et puis lundi matin, réunion de début de sprint. Donc moi j'ai une pré-réunion avec le marketing avant pour ajuster, faire les derniers ajustements de dernière minute sur la liste au Père Noël. Et puis en réunion de fin de sprint. Enfin, toi, ça s'enchaîne en fait. Enfin, non, ça s'arrête jamais. C'est permanent, quoi. C'est pour ça que sprint, c'est pas tellement un bon nom en fait. C'est des runs en fait. Enfin, c'est effectivement. C'est un run de 3 semaines. Façon d'avoir à chaque fois des petits trucs afin de gérer plus qui a l'objectif de livrer quelque chose de visible du client. Hein. En fait, c'est l'image que je verrais plus, c'est une course de fond et c'est des tours de piste, quoi. Ouais, c'est ça. Chaque fois, c'est un tour de piste. Et à chaque fois, on score. À chaque tour de piste, on score. Bien, bah écoutez, merci beaucoup de votre attention et... Ouais. Non, c'était juste une remarque au passage. Mais non, j'avais 2 petites questions. La première, c'est savoir si Apple, ils veulent pas implémenter la fonctionnalité d'Android, savoir de pouvoir comment dire, faire une release sur un pourcentage de la... Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, puisque ça a l'air d'être vraiment génial, vous en parlez tout le temps. Et donc, comme il y a un petit enjeu pour être iOS first, c'est moins intéressant si ça passe en Android first comme majoritaire. Et une autre qui était, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais c'est comment vous faites pour sous-traiter en agile. Un peu, c'est-à-dire la sous-traitance en agile, on a bien vu, si on fait un contrat avec des spécifications, avec un développement en V, on voit comment ça se passe, et on dit, ah non, ça c'est pas dans les specs, et est-ce que c'est facile de sous-traiter en agile? Bon, voilà. D'accord. Donc sur Apple, si vous avez des informations sur ce que Apple va sortir dans 6 mois, j'achète. Ils sont très secrets là-dessus. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est TestFlight, qui est complètement pourri. Enfin, hein, qui est pourri, voilà. Mais ça s'en rapproche. Mais Facebook, quand ils ouvrent sur 1% de leur base, ils ouvrent sur 10 millions. Enfin, je veux dire, ils ont un robinet. C'est extra précis. TestFlight, on est limité à 1000 personnes. Enfin, c'est une goutte d'eau, c'est misérable, et puis c'est compliqué, etc. Donc peut-être que ça viendra un jour. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des actions d'Apple dans la salle ou de la famille. Aujourd'hui, à mon sens, Apple, c'est plus compliqué pour moi de développer et de vendre des apps sur Apple. C'est très très compliqué de faire du business efficace avec eux. Et on a tendance à faire toutes nos nouveautés sur Android. Et j'entends de plus en plus de nos confrères qui lancent sur Android first. Même si c'est plus facile de monétiser sur Apple. Ça, c'est toujours le cas. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question sur le sous-traité en agile. Nous, on l'a fait de manière très ponctuelle et pas avec des grosses boîtes. Donc c'est toujours pareil, on reste avec des gens de notre taille qui nous ressemblent, donc des gens qu'on connaît bien, qui sont eux-mêmes agiles, donc et qui sont pas très loin de chez nous, donc ils viennent pas au Morning Scrum. Le problème, c'est dans ces cas-là, c'est que si la personne vient pas au Morning Scrum, vous voyez, je disais, cette petite réunion, dont beaucoup de gens se moquent, hein, vous voyez plein de vidéos qui les tournent en ridicule sur YouTube, ça permet de savoir exactement où on est le produit, ça donne vraiment le pulse quotidien en fait. Et dans ces cas-là, elle participe pas forcément non plus à la réunion début de sprint, fin de sprint, c'est des moments un peu forts. Donc on le fait souvent, nous on le fait très souvent avec des freelances, d'accord, qu'on connaît bien, mais c'est pas pareil. Voilà. C'est plus compliqué. Je finis quand même par la page de pub. Donc on n'a pas encore travaillé avec des stagiaires de 42. J'en profite 20 secondes pour vous dire que j'aimerais bien tester. On travaille beaucoup avec des stagiaires de l'EPITA, mais j'aimerais bien tester parce que j'aime bien la philosophie de l'école. Donc voir si ça peut fonctionner. Pour moi, vous êtes un petit peu un ovni.
Et voilà, on a discuté avec Walid, on aime beaucoup la philosophie, la manière dont sont gérés les enseignements. Donc l'adresse email, c'est contact@edupad ou Cyril@edupad ou burrito@edupad parce qu'on a un burrito de bienvenue. Vous débrouillez pour nous trouver, mais on regardera avec intérêt si vous avez. Par contre, on ne fait pas de stage court. C'est plutôt minimum 4-5 mois. En fait. Ah bah c'est parfait, super. Et vous pouvez mettre Walid@edupad aussi, ça marche. Oui, la DER de DER. Non, je plaisante. Bah, c'était pour savoir en fait quelle taille le burritos en fait. On en prend 2 en général. Voilà. Elles sont énormes les burritos. Énormes. Super. Bah écoutez, merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Au revoir.